Salut les sniffers de carton, on est encore aujourd'hui pour un nouveau podcast avec la gang de Mécanique Combustible. Donc, je vous présente mes co-hôtes, on a Wari. Yo, comment ça va? Ben, ça va super bien, man. On est aussi avec Yoons. Salut, comment ça va? ça va toujours bien, toi? Et finalement, on a encore notre invité. Hey, je suis perturbé avec les ça va. Comment ça va, le monarque? Salut les garçons, ça va? Hey, les intros qui deviennent de pire en pire. Aujourd'hui, le sujet, on va vous parler des cartes les plus à chier, les plus mauvaises, les plus nulles qu'on a déjà jouées ou qu'on a déjà inclus dans des decks. Peut-être que certains d'entre nous les ont coupés même avant de pouvoir les jouer, je pense pas, mais bref. Fait que ça peut être pour plusieurs raisons, ça peut être que on pensait que c'était bien, puis finalement c'était vraiment de la merde. Ça peut être juste qu'on savait que c'était de la merde, mais on voulait les essayer quand même, mais bref. Ou peut-être que certains, c'est au début de leur expérience avec le Commander, mais bref. On va commencer tout ça tout de suite. Donc, Nikos, peux-tu nous shooter ta première carte merdique? Très bien, je vais commencer avec ma carte merdique. Non. Tu vas pas tenir tout le podcast comme ça. On prend toute une voix différente, puis on prend tout un personnage. Si jamais vous voulez acheter des cartes de Magic, je vous invite à le faire via le Remy Card Trader et à utiliser le code promo ASG10 pour 10% sur vos singles. Plus sérieusement, allez, la première carte dont je voulais vous parler, à l'époque de sa sortie, elle avait fait pas mal de bruit. Je pense que vous vous en souvenez. Il s'agit de la part du contrebandier, Smuggler's Share en anglais. C'est un enchantement pour 3 qui nous dit qu'au début de chaque étape de fin, piochez une carte pour chaque adversaire qui a pioché au moins 2 cartes ce tour-ci, puis créez un jeton de trésor pour chaque adversaire qui a fait arriver sur le champ de bataille sous son contrôle au moins 2 terrains ce tour-ci. Au moment de sa sortie, c'était vraiment la hype générale. Tout le monde comparait ça en mode « Waouh, c'est le nouveau Rhystic Study blanc, c'est un nouvel équivalent de Smothering Tides. » C'était vraiment hype générale. Et du coup, moi à l'époque, je m'en suis procuré une. La carte était vachement chère d'ailleurs. Et au final, je l'ai eu un petit peu dans l'os parce que il s'avère que la carte est quand même vachement situationnelle. Je trouve que elle est assez paradoxale la carte parce que en théorie elle est censée devenir de plus en plus forte selon le power level de la table, c'est-à-dire que si tu as des adversaires qui piochent beaucoup, qui vont beaucoup fetcher, qui jouent des stratégies touche-terre, elle est censée performer comme jamais. Sauf que si tu joues dans un environnement de jeu vraiment énervé, il y a de grandes chances que la carte soit juste pas assez bonne, pas assez proactive. À l'inverse, si tu joues dans une table un peu plus tranquille, pareil, il y a de grandes chances aussi que la carte ne fasse, peut-être un petit trésor par tour de table, te fasse de temps en temps piocher une carte. Je trouve que c'est vraiment la carte un peu moyenne par excellence. Et dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, parce que personnellement, j'avais revendu assez vite pour le coup. De mon côté perso, genre... tu parles du Rhystic Study en blanc, puis je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui se mettent à avoir ce genre d'effet de buzz-là, qu'on les compare à d'autres cartes, puis on se dit, oh, c'est la version blanche de cet effet-là. De mon côté, je pense que la clé avec Smuggler's Share, c'est vraiment de voir, est-ce que mon deck peut se mettre à proquer de par lui-même ces effets-là, sans que j'aie besoin de rely sur mes adversaires. Puis je donne un exemple. Il y a un de mes amis, puis j'ai fait une vidéo sur le deck en question, qui joue un deck Zur amical. Où est-ce que, dans le fond, le but, c'est d'aller chercher Master of the Feast à chaque partie. Master of the Feast, pour ceux qui ne savent pas à la maison, vu que c'est une carte vraiment méconnue, c'est un 3 mana Enchanted Creature Flying qui dit qu'au début de ton tour, à ton upkeep, chaque adversaire pioche une carte. Donc, tu as un gros ton Flying, mais le downside, c'est que tu fais piocher une carte à chaque adversaire. Le but de son deck, c'est de le copier plein de fois, puis de faire piocher justement des cartes à ses adversaires. Smuggler's Share dans le deck est vraiment, vraiment cool, parce que là, il prend justement les 2 cartes qui vont être piochées par adversaire, puis il va se mettre à lui-même piocher une carte par 2 cartes qu'il a données à chaque adversaire. Fait qu'au final, la carte vient rentabiliser, puis le petit trésor de plus, des fois ça va matter. Puis le fait que c'est each and step, ça on l'oublie, mais des fois justement ça peut matter. Fait que je pense vraiment que le but, c'est d'avoir de la synergie avec la carte pour la rendre meilleure, mais je suis d'accord avec toi que générique good card dans un deck, c'est pas si générique good card que ça. C'est exactement ce que j'allais dire, Jerry. Moi j'ai un deck mono blanc qui est dirigé par Loran. Et en fait, c'est un deck jeton assez classique, mais tous les sorts de pioche, ou presque, c'est de la pioche symétrique blanche qui fait donc piocher un adversaire. Et j'ai enfin réussi à faire briller Smuggler's Share dans ce deck-là.
parce que déjà Loran peut faire son effet pendant le tour d'un adversaire pour le forcer à piocher une deuxième carte de son tour, et puis tu as Secret de Rendez-vous ou d'autres effets comme ça qui permettent de le proc facilement, et là la carte est forte quoi. Et par rapport à ce que tu disais Nikos sur le fait que les Fetchland vont provoquer l'effet de cet enchantement, en fait pas forcément, parce que si tes adversaires n'ont pas besoin de leur mana, par exemple mes adversaires quand je joue Smuggler's Shares, souvent c'est ce qu'ils font, ils vont garder leur Fetchland pour le craquer un peu plus tard pour pas le proquer. Pour avoir un peu croisé cette carte, je l'ai trouvée bonne en fait. Alors c'est sûr que ça valait pas la hype qu'il y avait à l'époque, où, comme tu as dit, on pensait que c'était un genre de heuristic study. C'est un peu... c'est pas au niveau de Trouble in Pairs du coup qui a un peu rempli ce rôle à sa place. Mais je trouve que pour 3 manas, ça octroie un avantage assez raisonnable. Peut-être que le fait qu'on la trouve nulle, c'est justement parce qu'on pensait que ce serait bien meilleur. Je trouve pas ça catastrophique. Ouais, je pense que ce qui m'a aussi un petit peu biaisé la première fois que je l'ai lu, cette carte, c'est qu'il y a cette clause de pioche. Et je sais que de mon côté, j'ai tendance à vraiment paquer beaucoup de pioches dans mes decks. Sauf que c'est déjà pas forcément le cas de tout le monde. Et surtout, le card advantage, dans notre format, il peut arriver de tellement de manières différentes entre, je sais pas, la meule, l'exil, les cartes qui, je sais pas, vont te faire regarder les 5 premières cartes de ton deck, t'en choisis une, tu la mets dans ta main. Tout ça, c'est des effets qui sont du card advantage, mais pas de la pioche, littéralement. Et du coup, au final, la carte sanctionne pas tellement le CA que ça. En tout cas, à notre niveau, au niveau moyen. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, moi, de mon côté, en affrontant et en jouant la carte, quoi. Et puis, genre, tu l'as acheté 20 ou 30 euros, non, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'était son prix à l'époque et on en avait des attentes assez énormes, quoi. Parce que live, elle a été reprint dans Murders at Karlov Manor Commander, puis son prix live, je le vois, il a droppé à quelques dollars, là, c'est vraiment rendu plus cher. Ouais. Ok, moi je vais vous proposer une carte un peu plus nulle que Smuggler's Share quand même. C'est une carte que j'ai jouée dans une de mes toutes premières listes quand je me mettais au Commander. C'est Glaciers of Urza. C'est vrai. Oui, je l'ai dans ma liste. Je sais pas vraiment si c'est mauvais. Donc c'est un artefact à 1 mana, tu peux l'engager pour regarder la main d'un adversaire. Et donc moi c'était dans la première version de mon deck Maras, qui est on va dire mon deck Commander le plus ancien que j'ai depuis vraiment des années. Et le but c'était un peu de voir qui avait quoi, pour savoir que pinguer avec l'effet de mon Maras. Et en fait, c'est une carte, souvent, tu l'as dans la main, elle te reste dans la main, parce que tu as envie d'utiliser ton mana pour ramper, pour piocher, pour mettre des menaces, et tu as la flemme, en fait, d'utiliser ne serait-ce qu'un mana pour Glaciers of Urza. Alors, des fois, tu vas l'avoir. Mais c'est une carte que j'ai très très vite retirée de ma decklist, alors que j'étais encore débutant, et je me suis quand même rendu compte que cette carte était pas si bonne. Mais... en réfléchissant à l'émission, je me suis dit, mais est-ce que cette carte est si mauvaise que ça aujourd'hui, notamment quand tu as un deck bleu avec des contresorts? Est-ce que c'est pas efficace en fait quand même de connaître ce qu'il y a dans les mains des adversaires, de casser un peu le fait que Magic est un jeu à information cachée, pardon. Alors évidemment, il y a télépathie en bleu pour un mana bleu qui fait que tous les adversaires révèlent leurs mains. Mais ça veut dire que eux-mêmes voient les cartes des autres, ils peuvent collaborer entre eux, tu peux pas mentir, tu peux pas dire « Ah, j'ai vu ça dans la main d'un tel ». Je pense que c'est quand même une carte politiquement qui est potentiellement puissante et ça me donne vraiment envie de la réessayer. Et en plus, celle-là, pour le coup, tu peux la tutor avec Urza's Saga. Oui, j'allais le mentionner, mais... Hey, yo, Hey, Henri, tu sais pas le délire que tu... Genre, j'ai éclaté de rire, genre, honnêtement. Parce que, mais tout, je l'avais dans ma liste, j'étais genre... Il y a aucune chance que personne parle. Genre, il y a no way que quelqu'un parle de cette carte-là. T'es le deuxième à parler, pis tu plugs le Glaciers of Urza. Je suis genre, wow. Dans ma tête, c'est une carte tellement méconnue que personne connaissait ça. Mais bref, moi aussi, c'était dans ma liste parce que je l'ai joué, moi aussi, à l'époque, dans un deck vraiment pire que Marat. Je vais vous envoyer le Commander parce que clairement, vous l'avez jamais lu de votre vie. C'est dans Nebuchad Nézar, ou Nebuchad, j'aime bien l'appeler. Donc, Nebuchad Nézar, une vieille Legend, Dimir toute pourrie. Je voulais un deck Dimir défausse à l'époque, puis j'avais rentré Glaciers of Urza dans la liste pour juste checker les mains des joueurs pour savoir qui j'allais faire défausser, puis aussi avoir de l'info pour l'habilité de Nebuchad Nézar qui est beaucoup trop pricey en mana. Puis je trouvais ça tellement drôle à chaque tour de pouvoir juste taper mon Glaciers of Urza, être genre hey toi je check ta main, là j'ai checké, j'étais cool, puis après ça le tour d'après hey toi je check ta main. Mais honnêtement ça l'accomplit pas grand chose, surtout avec le power level du deck que j'avais. Je pense que comme tu as dit, il peut avoir certaines valeurs ajoutées à la carte dans certains decks, mais comme dans l'idée je pense que c'est quand même une carte assez médiocre et très très bas level, genre
Comme télépathie, comme tu l'as dit, selon moi, fait un meilleur travail que ça, mais effectivement, les joueurs peuvent se mettre à politique, mais si tu veux vraiment, toi, avoir l'info sur les mains de tout le monde, juste télépathie pour un mana bleu, ça va faire beaucoup plus le taf. Le problème de télépathie aussi, c'est que ça rend la partie super longue parce que tout le monde joue à main ça, révélée. Et donc tout le monde check les mains de tout le monde et tout. Donc c'est vraiment une expérience de jeu horrible. Et moi, cette carte-là, Glaciers of Urza, j'ai envie de la tester pour mentir, quoi. Pour dire, ah non, j'ai vu que machin, il avait une vrasse dans sa main alors que c'est pas vrai, je sais pas quoi, tu vois. Genre faire de. Ah, de moi, la je veux juste révéler ma main manipulation. dans ce cas-là. T'es très méchant. Je fais non, j'ai pas de rat dans ma main. Moi, je trouve pas ça si mal, en fait. Le fait que ça coûte que 1 mana, ça fait que le vrai investissement, c'est que ça coûte une carte de ta main. Donc, moi, j'aime bien jouer, en fait, ce genre de petits artefacts qui sont nuls, mais qui coûtent très peu de mana, dans des decks bleus qui piochent énormément, où tu t'en fiches, en fait, de dépenser des cartes de ta main. Si ça coûte peu de mana et que ça t'offre un tout petit avantage, c'est rigolo. Et je pense que le vrai truc important de cette carte, c'est qu'on peut cibler soi-même, et c'est très drôle. Ah bah, j'ai joué ça, puis je vais regarder ma main. Oh, super. Tu t'es rendu compte que quand tu tapes ton Glacios of Urza, ça commet un crime? Oui, aussi, oui. Oh, la synergie. Dans tous les Ça commet crimes, un je crime la- à chaque fois. Est-ce qu'on passe à ma carte? Ouais, vas-y. Il y a assez... On a déjà trop parlé de Glacios of Urza. Pour le coup, je pense que c'est une des meilleures de ma liste, donc ça va vous donner une idée un peu du niveau. C'est Disrupt, c'est un éphémère pour 1 mana bleu. Ça contre un éphémère rituel, à moins que son contrôleur paye 1, et on pioche une carte. Donc je jouais ça dans un deck un peu Spacelinger qui voulait des cartes au cimetière, juste en tant que cantrip en fait. Genre je cherche même pas à contrer les trucs, j'attends juste que quelqu'un lance un éphémère rituel, je me fous de ce que c'est, je me fous du mana qui dépense, je dis juste tiens tu payes un de plus et je pioche une carte. Et genre juste comme ça, c'est pas catastrophique. Par contre, tu peux piocher une carte que si quelqu'un lance un éphémère rituel, et c'est ça qui est nul. Je comprends carrément la démarche de vouloir jouer ça en se disant il y a des petits moments comme ça où je vais réussir à contrer un truc. Mais le problème avec ce genre de carte, je pense à Mana Tice ou vous savez le MDFC bleu, Juaris Disruption aussi. Juari. C'est ça. Yeah. C'est que en fait, c'est très rare les moments où tu vas vouloir contrer des trucs de tes adversaires en début de partie. Donc au moment où les adversaires vont vraiment se tap out. Et à l'inverse, en fin de partie, la carte est très très peu utile, ou en tout cas, elle va pas réussir à avoir cet effet de contre. Donc je comprends l'idée de vouloir faire ça et de vouloir utiliser la carte comme un cantrip, sauf qu'encore une fois, généralement, le cantrip, tu veux vraiment l'utiliser de façon proactive, tu vois. Genre, je pars sur un gros tour, allez, il faut que je pioche, il faut que je fasse du gaz, et du coup, ton disrupt, tu peux pas vraiment l'utiliser, quoi. Moi, ça me fait penser à une carte que j'avais testée dans un deck Spellslinger rouge-vert avec Ward the Raid Mother. C'était un niveau assez élevé, donc on jouait plus proche du niveau CEDH, et c'était Burnout. Burnout qui va contrer un éphémère s'il est bleu, et tu pioches une carte au début du prochain tour. Et en gros, tu te dis, bon, c'est extrêmement situationnel, mais en fait, il suffit que quelqu'un joue un éphémère, et tu peux faire Burnout. Au pire, tu ne le contres pas parce qu'il n'est pas bleu, mais dans tous les cas, tu vas piocher une carte au prochain tour, et c'est un cantrip. Et parfois, tu vas contrer le contre-sort qui t'aurait mis trop dans la mouise, donc une autre carte toute pourrie à laquelle j'avais pas pensé avant que Younes évoque sa carte. Ouais. Fort. Mais ouais, je pense que le level des cantrips actuels que tu peux jouer en bleu est juste trop haut. Genre, pour value disrupt, mais c'est quand même vraiment coquin comme include dans notre liste d'aujourd'hui. Là. Genre, tabarouette. Je connaissais même pas la carte. Ah, c'est pas si mal parce que quand ça passe, tu te sens comme le roi du monde et c'est pour ça qu'on joue, quoi. Ouais, puis même l'art faire est payer un insane, de on plus va à se un le dire, adversaire, tu l'embêtes un peu, quoi. Ouais. Puis là, il craque son trésor que t'avais pas vu, puis tu pleures. Bah, t'as pris un trésor et t'as pioché une carte, t'es content, hein. Ouais, I guess. Hey, écoutez, j'ai réussi à vous introduire plus tôt que prévu à Nebuchadnezzar. On va continuer avec une autre carte que je jouais dans Nebuchadnezzar, qui pour moi est le summum des cartes les plus à chier que j'ai jouées. C'est moins pire que Glacios of Urza selon moi, mais bref, je vous présente Orbs of Warding. C'est un artefact pour ceux à la maison à 5 mana qui dit que tu as X-Proof. Ok? Et aussi, si une créature est censée te faire du damage, tu préviens un damage. Ok? Bon, là tu te dis, hey, c'est quand même pas pire. Si tu te fais attaquer par genre une armée de tokens qui fait juste de 1,
tu bloques absolument tous les dégâts, puis X-Proof, c'est quand même intéressant pour certains effets. Vu que ça bloque le damage en général, ça fonctionne aussi avec genre Goblin Bombardment dans ta face, ce genre d'affaires-là. Le problème, c'est qu'on va se le dire, les decks de tokens, ils tapent jamais vraiment avec des 1-1. Leurs tokens finissent par être des 3-3, des 4-4, des 5-5, puis les decks qui jouent pas de tokens, ben ils t'attaquent avec des 5-5, des 6-6, fait que prévenir un dégât par créature, c'est pas that much pour un artefact que t'as posé qui t'a coûté 5 mana. Tu sais, mon deck Nebuchadnezzar est un espèce de deck qui a un peu contrôle, où est-ce que je voulais disrupt la main des autres. Puis dans ce genre de case-là, j'aurais préféré quasiment peut-être un board wipe pour réduire les attaques adverses, au lieu de jouer ça qui est une espèce d'outil de pillow fort, si on veut. Fait que, ouais, je sais pas trop qu'est-ce que vous avez pensé, si vous avez découvert la carte ou quoi, mais moi dans le temps, j'étais vraiment en mode yo, c'est vraiment fort, je vais jouer ça va être pété, genre. Je découvre la carte et le problème c'est qu'elle coûte 5 mana quoi. Par exemple, si elle coûtait 3, déjà je l'envisagerais plus, dans le sens où ça va me faire gagner des points de vie, puis le petit exproof pour soi-même, c'est toujours sympa. Je pense que c'est une carte qui serait bien dans les decks group slug, comme on en a affronté un avec Youn, sa commandeur à l'Assemblée ce week-end, des decks qui vont mettre des blessures à tout le monde, et du coup, quand toi-même tu mets des blessures à tout le monde, et donc à toi-même, tu vas beaucoup plus profiter d'avoir cet effet-là. Par exemple, un deck Zozu, le punisseur. Ouais, c'est ça. Ah oui, parce que c'est pas des blessures de combat. Oh là là, oui, j'ai dit, si tu fais Goblin Bombardment, plutôt, ça négate tout le damage que tu te prends dans ton visage. Ça marche aussi avec Impact Tremor. Non, Impact Tremor, c'est ouais, pas mais une créature, t'as X-Proof, donc versions... on peut pas te cibler avec Goblin Bombardment. En plus. Oui. Ah. Mais tu sais, mettons, ça réduit le dégât de créatures comme Willy Roastmaster qui disent que dès qu'une créature entre en jeu, Willy Roastmaster fait un dégât à chaque adversaire. Fait que là, tu te préviendrais le dégât que ton Willy Roastmaster fait. Ah, c'est ça. En fait, c'est que ces deux effets qui peuvent être intéressants, mais qui sont tellement spécifiques que quand tu le mets dans ton deck, tu sais pas si ça va t'être utile. Et encore, j'aime bien ce genre d'effet quand ça coûte peu de mana, comme les lunettes d'Urza. Ouais, Glacius of Urza. Mais quand tu as un sort à 5 mana dans ton deck et tu sais pas s'il va être utile, c'est dur quand même. Ouais, comme Henri l'a souligné, 3 mana ça aurait été correct pour la carte, mais 5 c'est vraiment trop cher. Là. En vrai, pour 3 mana, t'as déjà des cartes qui donnent juste X-Proof, donc le coût de 5 mana est justifié. c'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est que la carte vaut son coût en mana, c'est juste que c'est des effets trop spécifiques, c'est des cartes de sideboard. Ouais. Yeah. Bon, okay. Je suis content de vous avoir fait découvrir Hordes of Warding. L'art est quand même sick, mais la carte est vraiment nulle, honnêtement. Ah, j'aime bien. Un gros merci à tous les dieux qui supportent la chaîne, Le Reg, Little Cracking, Phil, Newin, Saint-Bennett et Ethan. Et un énorme merci à nos dieux pharaons, Davina Jones et Lynx. Yes, moi je suis en train de me rendre compte que j'ai quand même choisi des bonnes cartes dans le lot quand je vois ce que vous nous proposez. La prochaine carte... Faut dire que toi, t'as raté le premier épisode où on présentait des cartes qu'on pensait meilleures qu'elles ne sont. Donc, tu peux te rattraper avec celui-là si tu veux. C'est ça, je prends le train de retard. Et bah tiens, en parlant de train de retard, je vais vous présenter la carte SNCF par excellence, c'est Snuff Out. Snuff Out, c'est la carte SNCF parce que la plupart du temps, elle va faire le boulot, mais quand t'en as le plus besoin, elle va arriver en retard. En fait, cette carte, bon, pour ceux qui nous écoutent à la maison, on peut la jouer gratuitement si on contrôle un marais, et on la joue gratos, plus 4 points de vie, et elle nous permet de détruire la créature non noire ciblée. Le fait de pouvoir gérer une menace gratuitement en commandeur, honnêtement, c'est très fort. L'interaction gratuite dans notre format, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Par contre, je dirais que le gros problème de cette carte, c'est cette clause non noire, en fait. Genre, si encore ça avait été non bleu, je pense que ça aurait été moins problématique en commandeur de niveau moyen. Mais le fait que la carte puisse pas s'occuper de parmi les meilleures bêtes du format, c'est quand même un petit peu embêtant. En fait, le truc, c'est que les anti-bêtes, je dirais que c'est des sorts que tu as vraiment envie d'utiliser pour te sauver la vie. Mais un sort qui va te sauver la vie, je sais pas, 60-70% du temps, c'est pas mal. Mais je trouve que c'est pas assez, quoi. Et au final, je dirais que c'est une carte que je ne considère même plus au niveau de mon deck building. Pourtant, elle a quand même cette potentialité d'être gratuite, donc c'est quand même assez sexy, quoi. Je pense...
Enfin, moi, je pense que c'est un des meilleurs anti-bêtes noirs. Wow. Ouais. Encore heureux que ça détruit pas n'importe quoi, puisque Ouais. c'est gratuit. Et ça serait littéralement le meilleur si ça détruisait des créatures noires. Mais en fait, comme tu dis, ça détruit 70%, même plus des créatures que tu veux détruire. Et parfois, tu pourras pas, mais bon, t'as d'autres anti-bêtes dans le deck. Et je sais pas, je pense que le défaut est justifié, en fait. Que ça rend... Ouais. Heureusement que ça rend la carte moins bien, c'est tout. Ouais, parce que c'est juste après Deadly Relic au final, tu sais. Deadly Relic, c'est probablement le meilleur removal en noir qui existe niveau genre efficacité. Puis là, en dessous de lui, t'as Snuff Out selon moi qui est le deuxième meilleur. Pour vrai, les color specific cards, quand c'est tu enlèves une couleur, pas genre tu peux détruire un truc, mettons, vert et bleu par exemple. Mais là, à la place, c'est de détruire du non-noir. Je trouve ça vraiment meilleur parce que, justement, comme vous l'avez dit, ça l'ouvre la porte à tellement d'options. Versus quand c'est color spécifique, s'il n'y a pas ces couleurs. Là, dans le cas où la carte fait rien, il faut que tout le monde joue du noir. Puis même là, tu peux détruire des créatures artefacts, genre, qui sont colorless. Mais dans l'idée que, mettons, tu peux. Les pyroblasts et compagnie, faut absolument qu'il y ait du bleu, sinon ta carte ne fait rien. Puis ces effets-là, justement. J'y trouve vraiment meilleur les non quelque chose. Puis ici, selon moi, le plus gros défaut, souvent, c'est des fois qu'il faut que tu payes 4 de vie. On se rappelle, les gars, dans notre partie qui n'a pas encore été publié. Genre, j'étais pas capable de caster mon Snuff Out parce que j'avais en bas de 4 points de vie. Ou j'avais 4 points de vie, je pense, mais ça allait me tuer. Fait que. Ouais. Ouais, je t'avoue que, enfin, très franchement, j'en ai construit des decks noirs et j'en construis tout le temps. Snuff Out, jamais de la vie. C'est une carte que je considère à l'heure actuelle. Peut-être que ça vient de ma méta où le noir est très présent. Mais même si je devais, je sais pas, jouer en boutique pour le restant de ma vie, c'est une carte que je jouerais pas. Parce que, comme je vous dis, genre mes anti-bêtes, soit ça peut flinguer n'importe quelle créature, soit ça peut l'exiler, soit j'ai envie que ça touche soit n'importe quel type de permanent ou plusieurs permanents en même temps. Et Snuff Out, ça fait rien de tout ça, quoi. Et pour moi, genre, cette clause de non-black, elle est bien plus énorme qu'elle n'y paraît, quoi. Parce que la bête noire, dans Magic, souvent, elle va te tuer, en fait. Ça compte les créatures noires, mais ça compte aussi les créatures multicolores. Et en Commander, des bêtes multicolores, notamment les commandants, on en a aussi énormément. Donc, vraiment pas emballé par Snuff Out, quoi. Moi, je suis plutôt sur ta ligne aussi, Nikos. Donc ça, c'est les vieilles cartes aussi noires, les anti-bêtes noirs qui disaient tous détruire une créature non noire. Il y a quand même plein de cartes de Commander qui sont super intéressantes, mais qui ont ça malheureusement. Et moi, je joue même plus d'anti-bêtes qui vont juste tuer une bête, quoi. Quand t'es en noir, je vais jouer les trucs qui peuvent au moins gérer une bête et un enchantement, maintenant qu'on en a deux. Mais voilà, j'avais déjà parlé du fait que j'avais du mal à rentrer dans mes listes Force to Plowshares, par exemple, parce qu'en blanc, t'as des options qui peuvent gérer n'importe quel type de permanent. Et donc là, en plus, une fois que tu te fais brûler une fois par cet effet-là, moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir tuer un Corvold avec mon Snuff Out, mais c'est mort, je le rentre plus jamais dans un deck. J'ai pas la place pour jouer beaucoup d'anti-bêtes. J'ai envie d'en jouer le moins possible pour pouvoir développer le plus possible de synergie proactive. Donc mes anti-bêtes, il faut qu'ils fassent le taf tout le temps. Et malheureusement, il y a des grosses créatures noires, notamment multicolores, comme tu disais, qui sont très fortes. Un commandant 5 couleurs, tu peux pas le tuer. Et 4 PV, c'est 10% de tes points de vie quand même. Ouais. Je crois que ça vient Zéro mana, principalement c'est tellement sexy par contre. Là. Ça vient de notre différence de deck building, ce qu'on pense de ça. Parce que je sais que donc vous deux, vous avez envie de pouvoir détruire n'importe quoi. Moi, je préfère payer le moins de mana possible pour toutes les interactions que je fais. Parce que le mana que tu dépenses pour détruire quelque chose, c'est du mana que tu peux pas dépenser pour te développer. Donc si je peux détruire quelque chose gratuitement, même s'il y a une restriction, je trouve que c'est infiniment plus intéressant. Ouais. Si tu ralentis les autres et toi tu développes ton plan de jeu, t'es proactif par rapport au tien, puis en tout cas. Mais je comprends, Nikos, en connaissant un peu ton playgroup, effectivement tout le monde joue noir chez vous, fait que c'est sûr que ton Snuff Out il dit juste je peux péter mes propres créatures. Fait que je peux comprendre le take honnêtement, mais moi c'est vraiment que c'est turbo efficace en mana là que je trouve sexy là. Bon, je vous propose de passer à une nouvelle carte nulle, plus nulle que Snuff Out. Yes. Mage's Contest. Donc c'est un contre-sort rouge, un des très très rares. Donc en gros, ça coûte 3 mana, tu vas cibler un sort, et toi et l'adversaire, vous allez miser des points de vie à tour de rôle,
et celui qui aura misé le plus de points de vie aura le bonheur de les perdre et de contrer le sort. Donc évidemment, c'est un contre-sort en soi qui ne marche jamais, puisque ton adversaire peut toujours décider de payer plus de points de vie que toi, et donc tant qu'il a plus de points de vie que toi, il pourra toujours assurer que son sort se résolve. Le truc, c'est que c'est une carte que j'ai jouée dans un deck Ruta, l'espèce d'orc que tu peux renvoyer en main pour 2 pour copier un sort. Parce qu'en fait, c'est un très bon sort à copier, tout simplement. Quand ton adversaire va jouer un sort menaçant, tu vas faire Mage's Contest, tu vas copier Mage's Contest, et tu vas immédiatement commencer à miser pas mal de vie. Tu commences à 5-6 PV, et du coup, ton adversaire va devoir s'aligner avec toi sur la première occurrence du sort, ou pas, mais du coup tu en as une deuxième derrière, donc dans tous les cas il va risquer de perdre beaucoup de points de vie. Donc c'est une carte très très chelou, très rigolote, à jouer peut-être plutôt dans un deck avec du lien de vie, ou alors carrément avec de la copie, et franchement c'est une carte qui m'a beaucoup surpris, parce que dans ce deck spécifiquement où j'ai un commandant qui copie les sorts, et ben elle m'a aidé plusieurs fois à contrecarrer des trucs que j'étais pas censé pouvoir contrecarrer. Ok, faudra que tu m'expliques en quoi c'est fort de le copier, parce que j'ai beau lire la carte, je comprends pas, mais... T'as au moins la qualité de nous proposer des cartes qui sont pourries mais qui sont vraiment drôles. Genre je suis sûr qu'il y a plein de gens qui jouent ça juste parce que c'est marrant de parier des points de vie ou je sais pas quoi. Mais ouais, dis-moi ce que ça fait si on le copie exactement. Pourquoi tu voudrais le copier? En gros, tu le copies, donc t'en as 2 sur le stack. Tu commences ce petit jeu avec ton adversaire. Tu vois jusqu'à où il peut aller, combien de points de vie il est prêt à lâcher pour défendre son sort. Si jamais il va plus loin que toi et il paye, mettons, je sais pas, 4-5 points de vie parce que toi tu t'arrêtes là, et ben il prend 4 ou 5, et là t'en as un deuxième qui arrive derrière et il va devoir repayer 4 ou 5, tu vois, pour résoudre son sort. Donc il prend une énorme claque dans les PV, mais tu peux aussi décider de le laisser passer la première fois pour 4 ou 5, il prend une claque dans les PV, et sur la deuxième occurrence, là toi tu investis plus de points de vie et tu vas finir par le contrer parce qu'en fait il aura plus les ressources, il aura plus assez de points de vie pour se risquer à gagner le petit jeu, quoi. Et où est-ce que tu vas chercher tout ça? Genre une espèce de big brain move de répéter l'équation puis voir s'il va agir différemment ou de quoi. Là. Et il peut juste laisser tomber aussi en mode je vais pas me risquer à 2 fois miser pas mal de points de vie, vas-y t'as contré mon sort. Après évidemment si t'as peu de points de vie et que lui il en a beaucoup, bah ça sert à rien, quoi. Dans l'idée, Tibalt Trickery est meilleur pour un contre-sort en rouge là. Mais sans blague. Après, je l'ai convaincu. Mais genre. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben, écoutez, je suis le gars qui aime Dottie Voidwalker, fait qu'il faut que je propose juste des bonnes cartes, là, mais. Ouais, non, mais. Mais. Petite âne. Dans un deck burn, pourquoi pas? Ouais, dans un deck burn, voilà, où est-ce que là, tu vas vraiment pressure les points de vie, là. Et justement, encore une fois, dans mon deck Wart The Raid Mother, c'était là que j'ai découvert la première fois, où tu la copies pour 0, et c'était un deck burn justement. Et je jouais Burnout et ça dedans pour avoir des contres un peu chelous. Ouais, quand tu joues pas de bleu, là, jouez pas ça dans un deck avec du bleu, s'il vous plaît, les enfants. Ouais. Je pense que j'ai pire à vous proposer. C'est le nom de la carte, quoi. 3 bols de gruau. En anglais, c'est du porridge. Donc c'est une nourriture pour 2 mana. Pour 2, vous pouvez l'engager, vous choisissez l'un qui n'a pas été choisi. Donc, soit ça inflige 2 blessures à une créature ciblée, soit vous engagez une créature ciblée, soit vous le sacrifiez, vous gagnez 3 points de vie, parce que c'est une nourriture. Alors je jouais pas ça dans un deck nourriture, il se trouve. Je jouais ça dans un deck Strong, qui est une créature mono verte, ou qui fait quelque chose quand elle subit des blessures. Alors, en général, dans ce deck, on joue des sorts de combat, mais je voulais pas que mettre des sorts de combat, je voulais des moyens de lui mettre des blessures autrement. Et il y a genre aucun moyen, quoi. C'est genre impossible de mettre des blessures en vert. Donc j'étais obligé de jouer des cartes comme ça, 3 volts de gruau, pour mettre des blessures sur ma propre créature. Et c'est pathétique. Et puis t'as ce petit truc d'engager une créature ciblée qui peut être utile. Tu peux aussi tuer une créature qui a 2 d'endurance, mais je vais pas défendre la carte, c'est pourri. La tristesse, quoi. Hey, c'est vraiment... C'est genre le podcast, c'est genre nous 3 qui proposent des cartes genre semi-correctes. Puis là, il y a Younes qui propose genre du draft shaft qui traîne chez eux. Qui est genre la gang, j'essaye de vendre des cartes, s'il vous plaît, achetez-le. Ah, c'est 2 centimes si vous voulez l'essayer, celle-là. Bah après, ça fait quand même des choses puissantes, hein. Non. Hot take alert. Ça fait des trucs qui peuvent être utiles. Ça peut être utile. 4 mana choc, 4 mana... C'est quoi, c'est Healing Salve?
ou 4 mana, je sais pas, un effet qui tape une créature, mais bref, c'est... Ah, ça peut faire les 3. C'est Hein. dégueulasse, là. Tu peux en faire Ouais, un mais ça par fait les tour. 3 une fois. Ouais. Puis tu peux le blink, évidemment. Puis ensuite, tu peux le ranimer du cimetière une fois que tu l'as sacrifié. Genre, c'est vraiment une bonne carte. Tout ça dans Osgir pour en faire 2 copies avec Osgir. Ah, on est plus sur les secret tech là. Oh bordel! Oh bordel! Hey, le 3 de Gruo qui carry le deck, là, ça se passe. Oh bordel! Aïe, Hey, aïe, je aïe. suis plié en deux, man. Ouh. C'est une Donc, si on référence prend en compte, à Boucle d'Or, parce qu'il y en a un qui est trop chaud, un qui est tout pile bien et un qui est trop froid. Et celui qui est trop Si froid, on du coup, prend en il compte, engage, c'est rigolo. Vas-y. J'arrête d'expliquer le lore de Boucle d'Or. Si on prend en compte tous les coûts, le coût de lancement plus les coûts d'activation, une fois que tu as fait les 3 en définitive, tu as payé 2,66 mana par effet. Je vous laisse juger si ça les vaut ou pas. Voilà, on arrête de tirer sur l'ambulance. c'est bon. Mais non, mais La, Wari, t'as-tu pris la en pauvre compte carte, qu'on elle a pouvait le rien réanimer? demandé à personne, elle est en train de se faire démonter alors. Tout le monde sait déjà que c'est pourri. On la laisse tranquille, c'est Non, bon, mais passe la à ta question carte, c'est... Jerry. Non, mais la question c'est vraiment, genre, c'est quel votre bol de gros préféré des 3 sur l'image? C'est ça la vraie question. Moi, c'est la poule. Oui. Ah bah oui. Bah oui. Ouais, bah oui, la poule, bien ça. Ok, bon, écoutez, on passe à ma carte. Écoutez bien ça. Je vais vous parler de Arena. Puis là, on parle pas de Ah oui. Magic Arena. On parle de Arena, ok? C'est un land qui a l'habilité de pouvoir payer 3 mana, l'engager, tu tapes une créature que tu contrôles, et un adversaire va taper une créature de son choix. Et après ça, ces 2 créatures-là vont faire du damage égal à leur power à l'autre. Donc, c'est considéré comme un fight à cette heure avec les ratas, mais bref. Arena, quand tu l'as lu une première fois, tu te dis, hey, ben écoutez, c'est juste un land utilitaire dans ton deck, c'est quand même stylé, ça peut faire un peu de gestion. Si l'adversaire a des plus petites créatures que moi, ben je prends ma plus grosse, puis c'est sûr que ça va lui gérer sa moins bonne, parce que c'est lui qui choisit. Mais s'il y a juste une créature, ben ça lui gère sa seule créature. Mais le gros downside d'Arena, peut-être que tu remarques pas à la première lecture, la gang, c'est que ça tape pas pour du mana, Arena. Genre, c'est un land qui ne produit pas de mana comme Mazovit, Ouais, c'est ça. Mazovit. Fait que t'es obligé de jouer dans ton deck. Puis moi, à l'époque, je l'avais rentré dans mon deck Neyit, un deck Grul qui cherche à faire justement des fights. Je voulais tutoriser pour cette laine-là, mais c'est que le problème, c'est que tu vas tutoriser pour ce laine-là, puis ça va pas t'accélérer en mana. Puis le reste, ça va te coûter basically 4 mana pour faire un fight à chaque tour. Puis ça, c'est dans le temps que Yavimaya était pas encore release. Fait que t'avais même pas encore le combo que tu peux aller tutor Yavimaya pour qu'après ça, ton Arena, au moins, il puisse produire du mana avec Yavimaya. Fait que t'étais obligé de jouer Urborg dans ton deck qui produit même pas les couleurs de ta liste, ce qui est vraiment stupide. Fait que c'est ça. Fait que même avec Yavimaya, je suis pas tant chaud pour la carte. Il y a comme trop de downside. Mais ouais, je suis down de savoir ce que vous en pensez, vous autres, de Arena. Bah, c'est une carte que j'avais considérée pour mon deck Indoraptor qui aime bien se battre. Mais c'est vrai que le fait que ça fasse pas de mana, ça coûte 4. Enfin non, ça coûte 3 au total à activer vu que ça fait pas de mana, mais bon. On va dire que ça coûte plus ou moins 4 virtuellement. Et puis que ça engage la créature que tu contrôles. Ça fait beaucoup de downsides, mais je pense qu'il y a certains decks qui sont pas dans les bonnes couleurs pour se battre, mais qui sont désespérés pour avoir des effets pour se battre. Il y a certains decks dans lesquels ça va être une carte pertinente tout de même, quoi. Ouais, moi ce qui m'embête le C'est ça, plus. c'est désespéré comme carte. Ouais, vas-y, Younes, pardon. Non, ça dit. Ce qui m'embête le plus avec ce genre de carte, c'est que c'est souvent des cartes mortes en main de départ. Genre, tu peux pas considérer ta main de départ avec 3 landes comme une vraie main de départ avec 3 landes avec ce genre de carte. Déjà, c'est vachement déstabilisant ce genre de truc. Mais pourtant, la carte est vraiment sexy sur le papier. Je pense qu'il y a un monde où, tu sais, il y a des decks, je pense par exemple à Kenrith pour citer le plus pété d'entre eux, mais il y a beaucoup de decks qui aiment bien avoir des effets massifs de dégagement à chaque entretien, y compris ceux des adversaires. Ouais. Et du coup, dans ce genre de setup, genre tu vas pouvoir te battre absolument à chaque tour virer une bête adverse. Là, ça devient bien, mais c'est vraiment niche comme scénario, quoi. Ouais, c'est pas une carte, faut pas la rentrer dans son deck en tant que terrain. Oui. Tu remplaces par exemple un artefact par ça, mais ça va quand même te ralentir quand tu la joues si t'as pas de moyen de la faire s'engager pour du mana. Ça, c'est chiant. Même Mazovit, au final, je ne la joue plus. Pourtant, c'est puissant. Mais ça fait trop mal de rater un land drop. Je veux pas faire ça, quoi. Ouais.
Encore une fois, une bonne carte sur le papier, mais je pense que c'est juste qu'elle m'a déçu au moment de l'utilisation. C'est Douloureux Dilemme. 5 mana enchantement. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie, à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Cette carte, je l'ai affrontée une première fois, et elle m'a littéralement ruiné la vie. Genre, vraiment, ça me faisait trop chier de devoir à chaque fois payer 5 points de vie dans mon deck Spellslinger à chaque fois que je lançais un sort. Ça m'embêtait vraiment de devoir me défausser de mes meilleures cartes à chaque fois que je faisais une action de jeu. Et du coup, je me suis dit, bah, elle est bien cette carte. Je vais l'essayer dans un de mes decks. Et le deck en question, c'était Tatsunari, qui est un deck enchantement, justement. Donc, tu avais cette petite synergie. Et Tatsunari, c'est un deck qui va faire fondre les points de vie adverses vraiment petit à petit, un par un, à chaque fois que tu lances un enchantement, mais qui peut avoir du mal vraiment à mettre des grosses patates, tu vois. Donc je me suis dit, Douloureux Dilemme, voilà, il y a un monde où les autres vont commencer à perdre 5 points de vie et tout, ça va les embêter. Et en fait, bah déjà, premièrement, tout le monde joue pas comme moi. Tout le monde ne lance pas 5 sorts à chacun de ses tours. Et dans ces cas-là, bah, la personne va juste accepter de prendre 5 ou accepter de défausser une carte. Genre, ça m'est très souvent arrivé que la carte fasse juste pas tellement de travail que ça. Et en plus, la carte te met une énorme cible sur la tête parce que ça reste un effet de soft stacks, on va dire, qui fait que ça fait chier les gens, en fait, de devoir faire des trucs quand ils jouent à Magic. Donc, tu peux être sûr que le mec qui a une 7-7 vol, elle va venir dans ta gueule, tu vois. Genre, c'est sûr et certain, quoi. Je trouve que la carte, à l'époque, elle avait pas tant de printing. Puis elle valait comme quand même plusieurs dollars et tout. Puis je trouvais que, mettons, que tu veux améliorer un deck ou juste un peu d'argent pour mettre dans un deck, je trouvais pas que c'était une carte qui améliorait ton deck pour le prix qu'elle valait. Mais désormais qu'elle s'est fait reprint, genre justement 2 fois, là, une fois dans Brothers War puis dans Foundation, son prix a drastiquement baissé. Puis à cette heure, c'est vraiment une budget bomb selon moi. Là. Si tu te fais un deck budget qui synergise d'une quelconque manière autour, je trouve que c'est vraiment une carte qui va pack a punch dans des tables un peu plus low power parce que oui, on casse moins de spells, mais s'il faut que tu dépenses 2 cartes pour en jouer une et ou que tu perds 5 de vie, ça va vraiment commencer à faire mal. Puis si c'est le genre d'enchantement que s'il stick sur la table, puis vu que c'est un enchantement, ça stick, ça va vraiment faire des ravages. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas une carte, je trouve, super high power level, genre comme... C'est une carte qui peut se faire trimmer si ton deck est vraiment très très opti. Mais je pense que dans les bons decks, si t'es capable de la cheater un peu early avec un Dark Ritual ou quoi, là, ça va vraiment faire mal. Puis l'aspect de te prendre une cible sur la tête va pas tant paraître vu que tu fais vraiment le carnage avec. Là. Ouais, moi, pour le coup, je trouve que la carte est vraiment vraiment très forte. J'avais même suggéré à ce qu'on la mette sur la liste des Game Changers. Wow. À ce point-là. Parce que justement, c'est une carte qui est très forte à bas niveau. Genre, moi, à chaque fois que j'ai croisé la carte, toute la partie a tourné autour jusqu'à ce qu'elle se fasse enlever. Parce que même si tu te défausses d'une carte, même si tu peux te permettre de perdre 5 points de vie, c'est quand même un très bon effet, quoi. Que tu te défausses d'une carte ou que tu perds 5 points de vie chaque fois que tu lances un sort, c'est hyper fort. Enfin, je vois pas où est le problème avec cette carte, en fait. Je la trouve juste trop bien. Ouais. Je me dis que peut-être que je la jouais pas dans le bon deck aussi parce que Tatsunari c'est limite un deck enchantement Storm, tu vois, genre où t'as vraiment envie d'enchaîner les petits cantrips sous forme d'enchantement, les petits sorts à 1 ou 2 mana. En fait, ça m'embêtait vraiment de jouer la carte pour 5 et de juste dire ok, fin de tour et de plus rien avoir à faire, tu vois. Mais je sais pas, les moments où j'ai réussi à la cast, j'avais vraiment l'impression que ça embêtait pas autant mes adversaires que moi ça m'embêtait au moment où je l'affrontais, quoi. Ouais, moi j'ai ressenti un peu ça où je me suis déjà fait défoncer par la carte, mais il y a aussi eu des fois où ça me faisait rien parce que si t'as un deck lien de vie, si t'as un deck qui pioche énormément, si t'as un deck qui joue juste un sort par tour par exemple et tu peux défausser un terrain parce que t'es en fin de partie, en fait il y a certains decks qui vont s'en tirer très bien et tu vas peut-être même faire gagner un autre deck parce que ces autres adversaires vont devoir se démerder pour encaisser cet enchantement, et puis l'autre, parce qu'il a un deck avec 60 points de vie ou je ne sais quoi, il va juste payer, il s'en fiche. Donc j'ai du mal à considérer cette carte comme une win-con, en fait, c'est tellement aléatoire, je préfère mettre un démon 5-5 vol qui va pouvoir mettre 5 à qui je veux quand je veux, quoi. Ouais. C'est une espèce de stacks piece qui peut avantager certains joueurs, mettons un deck réanimateur qui cherche une manière de mettre ses monstres au cimetière, boum, tu viens d'y donner. Mais dans l'absolu, je pense que je penche quand même du côté de Younes de dire que selon moi c'est une bonne carte. Puis
Je pense que, tu sais, tu disais que c'était dans un deck enchantement, c'est une bonne synergie à avoir, mais je pense que un deck, justement, plus aggro-I ou lent, ça peut être des bonnes... des bonnes pistes pour ce genre de deck-là. Tu sais, un espèce de deck un peu contrôle, où est-ce que tu poses ça, puis t'es juste en mode, bon, je vous stacks. Ou un deck justement aggro, que c'est le top de sa curve, puis tu drops ça pour juste pressure les adversaires à genre, yo, ils sont rendus déjà bons en ressources parce qu'ils ont dû te gérer. Puis là, tu leur mets encore plus... tu leur fais encore plus mal, mais là à distance. Ouais. Ouais. Je pense que ça peut vraiment être bien dans un deck discard, un deck où tu peux faire des copies d'enchantement. Mais j'avoue, je l'aurais pas mentionné comme une carte pourrie. Je la trouve pas très forte, mais je pense pas que ce soit une carte pourrie non plus. Ça peut vraiment faire mal à certaines personnes. Peut-être que j'ai juste pas compris mais comme le on a sujet dit, du podcast. comme on a dit, c'est pas grave, Nico se rattrape sur le premier podcast qui a manqué. Oui, voilà. Là. Genre, le prochain podcast, tu vas parler du deuxième, que je me rappelle même plus c'était quoi. Oh, c'est les règles. Les règles qu'on voudrait changer. Le prochain podcast, tu parleras des règles que tu veux changer en Commander. Pour l'instant, Nikos, il fait que sortir banger sur banger. Pour moi, il est en train de me sortir les meilleures cartes du jeu. Prochaine carte. Je vais faire un peu comme Nikos. Je vais sortir une carte qui ressemble beaucoup à celle que Nikos vient de mentionner. C'est une carte qui m'a énormément déçu. La dilatation de l'esprit. Donc pour 7, un enchantement qui fait qu'à chaque fois qu'un adversaire lance son premier sort à chaque tour, tu vas en gros regarder la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de mon terrain, tu peux la jouer sans payer son coût de mana. Donc ça, c'est une carte que je jouais dans mon deck Dimir. Encore une fois, quand je commençais tout juste à m'intéresser au format il y a des années. Et donc, j'avais pas vraiment de plan de jeu dirigé pour soutenir une wincon. Juste, j'avais ma pioche, mes anti-bêtes, ma rampe. Et puis à la fin, je rajoutais quelques cartes qui étaient censées pouvoir me faire gagner. Et celle-là en faisait partie. T'as l'impression que parce que ça coûte 7 et c'est un enchantement bleu, ça va être très fort. En fait, c'est une carte qui whiff énormément. Déjà, ça whiff parce que c'est un trigger que sur le premier sort joué par tes adversaires. Donc en fait, tu n'auras jamais plus d'un trigger par tour de tes adversaires. Et surtout, ils peuvent révéler un terrain. Et du coup, ça ne va rien faire. Et quand bien même ils révéleraient quoi que ce soit, en général, c'est des cartes de leur deck. Et pour peu que ce soit des cartes très synergiques avec leur stratégie, ça va sûrement rien faire pour toi. Et tu as dépensé 7 mana pour jouer ça. Donc non seulement ça fait peur aux gens, parce que tu as toujours la potentialité de sortir une dinguerie, mais en plus, la plupart du temps, ça ne fait rien. Voilà. Peut-être que tu peux avoir un biais de confirmation parce que quelquefois ça t'a fait le café, mais moi c'est une carte que j'ai pas du tout aimée personnellement. Je comprends où tu veux en venir dans le sens où c'est dur de considérer ce genre de cartes comme des wincon alors que t'as envie que ce soit une wincon, t'as investi 7 mana dedans forcément. Mais je vais me poser en défenseur de la carte parce que je la joue dans un de mes decks. Mais pour le coup, c'est un deck un peu à la con. C'est Xanatar. Et, oui, Xanatar. Et Xanatar, alors déjà, dedans, j'ai des moyens de copier des enchantements. J'ai un sort qui s'appelle Technique de réplication. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir du coup 3 dilatations de l'esprit en jeu. Et là, généralement, ça fait quand même quelques petits trucs. Et en plus, dans Xanatar, je vais jouer tous les... En fait, j'ai des moyens de voir le top deck adverse et de le trier. Du coup, s'il y a un terrain, je peux me débrouiller pour le foutre à la poubelle et m'assurer qu'il y ait vraiment un sort sur le top deck en question. Il y a cette petite synergie, mais dans l'ensemble, je vois ce que tu veux dire en vrai. Ouais, en vrai, chaque fois que j'ai vu la carte, le gars a révélé un terrain. Ensuite, l'enchantement s'est fait détruire. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un lancer un sort avec cette carte. Mais je suis sûr que ça peut être bien, mais en fait, une carte qui a un effet aussi aléatoire, aussi incertain, ça peut pas être considéré vraiment comme une bonne carte. C'est forcément un truc casu, rigolo. Et ça peut pas être fort, quoi. Ouais, c'est trop aléatoire puis trop random, mais c'est le genre de carte, j'en ai déjà parlé avec Nikos, que vu qu'il crée des moments genre emblématiques et tout ça, ton cerveau garde une bonne mémoire de ces cartes-là, parce que tu te dis « Hey yo, je l'ai casté, puis ça tout de suite... » Genre le joueur a casté son premier spell, puis ça m'a donné un 8 ou un 10 drop vraiment fort. Puis là, ton cerveau se rappelle de tout ça, puis là, tu as un billet de validation que la carte est bonne, alors qu'au final, les 10 autres games, t'as whiff à chaque fois avec. Elle s'est fait péter sur un mass pet enchantement, puis c'était juste triste. Petite note par contre pour l'enchantement, pour lui donner un petit coup de pouce. Elle peut proc plus que 4 fois par... plus qu'une fois par adversaire, parce qu'au final, s'ils cassent un spell pendant pas leur tour, mettons un counter spell ou une gestion, ça va trigger également la dilatation tout à fait. à ce moment-là. Fait que ça peut se mettre à quand même être intéressant si le monde veut le caster des instants pendant le tour des autres, tu vas avoir plusieurs triggers de ce spell-là. Je pense que je la jouerais si elle coûtait 4 mana, tu vois.
Ouf, Ah mon dieu, ce serait quand même très fort à 4 mana, là, j'ai l'impression. Là, ça serait fort. Là, j'aurais envie de la jouer, tu vois. Ah ouais, je comprends. Est-ce que Youn, tu voulais te lancer avec. Ah, c'est à moi? Ouais, je pense que oui. Ah oui, c'était la carte de One Ring. Oh, pardon. Ok. Exact. Alors, ma carte. Je vous sors ça tout de suite. C'est vraiment encore une bonne carte de. Non, même en fait, même en draft, c'est pas joué ça. C'est les Bronze Cudgels. C'est un équipement qui coûte 1 et qui s'équipe pour 1. Et pour 2 mana, jusqu'à la fin du tour, la créature équipée gagne plus X plus 0. X étant le nombre de fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Donc, si vous l'activez 6 fois, donc vous dépensez 12 mana, votre commandant a plus 21 et vous pouvez one-shot quelqu'un. Donc. Ah oui. Je l'avais même noté dans ma liste de cartes sous-côté, puis je me suis dit non, t'abuses quand même. Non, la carte est nulle. En fait, je l'ai joué dans un. Là, je vous parlais justement de. Quand tu parlais des lunettes d'Urza, je disais dans un deck qui pioche énormément et qui joue des petites cartes. Je jouais ça dans un deck mono bleu qui pioche énormément parce que j'avais presque aucune win condition. Et donc, ça, c'est vraiment en dernier recours quand je veux one-shot quelqu'un avec mon commandant, parce que mon commandant c'était une 2-4 et c'était la seule créature du deck. Donc, je pouvais gagner qu'aux dégâts de commandant. Et bah, c'est une carte qui, à elle seule, peut mettre 21 dégâts de commandant en soi. Faut juste énormément de mana et peu d'amour propre. Mais tu sais que tu me donnes vraiment envie de l'essayer là, dans mon deck mono bleu Voltron. Il a besoin justement de ces équipements qui mettent un gros boost. Il n'y en a pas tellement, il y en a genre peut-être 6-7 qui sont vraiment bien, genre Excalibur, Blackblade Reforge, Plaque Empire, des trucs comme ça. Mais comme c'est un deck qui rampe énormément, je me dis que pourquoi pas. Sinon, je me disais dans un deck Zirda ou un deck qui réduit les coûts d'activation, là ça devient peut-être plus jouable. Ouais, en soi, j'ai souvent tué des joueurs avec ça. Mais juste, ça coûte énormément de mana. Et puis, si on te gère ton commandant en réponse, bien sûr. Oui. Ouais, ben c'est ça. Tu dépenses tout ton tour là-dessus, quelqu'un te claque une gestion sur le chef, tu pleures. Bah, c'est le... Ouais, mais il te reste les Bronze Cudgets. C'est ça, il reste là. Personne me les a jamais détruits pour le coup. Ah, t'as raison. Là, faut que tu dépenses un autre tour au complet pour l'activer 12 000 fois. Ouais, moi, en vrai, plus j'ai la carte, plus je me dis qu'il y a un monde. Hein. Genre, il y a un monde où ça marche. Bah ouais. Non, arrêtez! Bah non, mais dans un deck Voltron, comme il dit, vous cuisinez. Yuan, je l'ai vu un peu tourner, son deck Voltron, il a toujours plein de mana, il a une bête volante qui est dure à tuer, genre... Il y a un monde où ouais, tu t'es investi tout ton tour là-dedans, et si le mec essaie de te la buter, ben, tu joues un deck Voltron, donc t'as de la protection en théorie, tu vois. Je dis pas que la carte est zinzin, tu vois, ok, c'est une carte draft chaff, comme on disait, comme Younes aime nous proposer, mais genre, I don't know, je sais pas, je trouve pas ça si pire. Même en draft, j'ai vu personne, je sais pas. 4 mana que tu mets dedans, ça te donne juste plus 3 d'attaque. Genre, pour moi, ça. C'est 4 mana, là. Puis là, tu passes à 6, ça donne plus 6. Là, le rate est genre. I guess correct, mais t'as dépensé 6 mana, genre. Ouais. Mais l'avantage, c'est que la carte I n'est guess pas un c'est- gros investissement, puisque c'est 1 mana, puis 1 mana pour l'équiper. Oui. Non. C'est vraiment pour tuer quelqu'un en dernier recours. Ouais, Dans un deck qui pioche énormément et qui peut se permettre de jouer des cartes nulles pour 1 mana. Je sais pas si on a des hallucinations collectives, mais j'avoue que j'ai bien envie de la tester. Oh my god. Hey, il faut. Aïe, aïe, aïe. Je vais peut-être la remettre sur Écoutez- ma liste des cartes sous-côté, du coup. Non, please. Please. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va passer à moi. Moi, je vais vous parler. On n'a pas encore parlé. Ben, en fait, non, j'ai parlé d'Arena, ce qui est un LAN, mais sinon, on n'a pas vraiment parlé de terrain. Je vais vous parler d'un cycle de LAN que perso, j'en jouais. En tout cas, j'en jouais quelques-uns. Le cycle des Vivides. Donc, c'est des LAN qui rentrent tap, qui vont rentrer avec 2 charge counter dessus. Ils produisent leur couleur. Donc, là, mettons dans le cas de Vivid Grove, ils tapent pour du vert. Et tu peux remove un charge counter pour produire un mana de la couleur de ton choix. Donc, dans l'idée, c'est un espèce de dual land qui, de base, pendant 2 tours, va pouvoir te produire la colorité que tu veux. Puis sinon, il produit juste une couleur, mais il rentre tap. Souvent, on les voit dans des packs avec de la prolifération pour justement te mettre à proliferate tes compteurs pour là, avoir plusieurs tours d'affilée des dual lands. Sauf que puis là, vous dites, bon, c'est pas trop pire, I guess, dans un deck genre style Atraxa budget ou de quoi dans le genre. Dans un deck budget en général, c'est quand même pas si mal, c'est correct, genre. Le problème, pour moi, pourquoi est-ce que c'est genre vraiment à chier, le summum d'être à chier, c'est que moi, je jouais Vivid Grove et Vivid Marsh, la laine, la version noire de ce cycle-là, dans un deck 2 couleurs. Dans un deck 2 couleurs, c'est vraiment très stupide, parce que la gang, vous pouvez juste jouer une Guildgate,
puis elle va tout le temps produire les couleurs que vous voulez, à la place de jouer ces cycles-là, qui au final va t'apporter absolument genre aucun bénéfice versus une Guildgate, disons, à part peut-être d'avoir des compteurs dessus, fait que peut-être qu'il y a des micro-synergies, mais comme dans l'absolu, c'était juste vraiment dumb de ma part de jouer ça dans un deck de couleurs. C'est dans le temps que je voulais me construire mes decks budget parce que j'avais comme moins d'argent pour Magic et tout. Fait que là, j'avais vu ça dans des listes justement 2 couleurs avec des compteurs, puis je suis genre, ah, c'est des laines budget, ça vaut genre 20 cents, c'est parfait. Juste à temps que je réalise, genre, hey yo, une Gain Life Land ou genre une Guildgate, c'est meilleur que ça. Puis là, j'ai dit, yo man, mais ça dégage. Puis je suis certain qu'à la maison, il y en a plein qui jouent ça en mode, hey, c'est synergique dans mon deck 2 couleurs, mais pour vrai, jouez pas ça dans vos decks 2 couleurs là. Ah, quand tu dis une Guildgate, c'est meilleur que ça, là, ça pose les choses, quoi, ça fait vraiment très très mal. Ah, bah oui. Je pense aussi que c'est des cartes. Aujourd'hui, dans un deck budget, je les touche même pas avec un bâton, mais il y a quelques années, c'est pas la même histoire, tu vois. On a eu beaucoup de terrains bicolores, pas trop mal depuis, même en commune. Ils ont fait plein d'efforts là-dessus. Donc, c'est aussi des cartes qui étaient peut-être plus jouables à une autre époque. Ces cartes ont une utilité, par exemple, dans un deck Ragavan. Tu vas jouer la rouge, par exemple, tu peux. Ou alors dans des decks qui, en tout cas, vont avoir besoin de générer des couleurs qui ne peuvent pas générer naturellement avec leur mana base. Souvent des decks qui vont jouer les cartes des decks adverses sans avoir le confort de pouvoir dépenser du mana comme ils le souhaitent pour ce faire. Là, c'est des cartes qui vont avoir leur utilité, je pense. Ouais, tu peux jouer Verge Exotique dans ce cas-là. Je me rapproche pas. Ouais, tu également. peux jouer Exotic Archard, tu peux jouer Fellow Hearthstone. Ouais. Genre, je cherche un truc pour les sauver, mais je vois pas. Oh non, je suppose que tu peux déplacer les marqueurs charge. Waouh. Ouais. Ouais, non, c'est nul. Je trouve rien là. Ouais, tu joues des trucs pour les déplacer. C'est ça que je disais. Si t'as des micro-synergies, si t'as des synergies avec les charge counters spécifiquement de, mettons, le niveau pré-compte Jeskai, peut-être. Mais Ok, même là, pas. j'ai l'impression que c'est vraiment turbo niche, puis ça va plus te mettre un bâton dans les roues, d'avoir un tap lane qui va produire des fois tes couleurs que tu veux, que la micro-synergie que ça t'apporte de rentrer avec des charges. C'est un peu comme des fois les gens jouent les lanes artefacts dans leur deck artefact, puis ils ont pas vraiment de réelle synergie à part genre une carte. Puis je suis tout le temps en mode, moi j'ai couperais parce que c'est juste, soit c'est un tap lane qui t'apporte aucune synergie, ou c'est un lane qui peut se faire gérer sur de la gestion de masse d'artefacts. Fait que tu vas quand trop t'as pas loin, de synergie, c'est pas hyper intéressant. Hein? Tu vas beaucoup trop loin. Je peux pas te laisser dire ça. Ben là, yo, arrête là. J'ai jamais vu un deck artefact qui avait pas 50 000 synergies artefacts. Oui, mais ça dépend. Je peux t'en sortir. Je vais t'envoyer des listes, Younes. Ok. Des On listes réglera ça sombres. plus tard alors. Des listes sombres. Alors là, du coup, je suis un peu emmerdé parce que j'avais télépathie. Bon, c'est bon, je vais me démerder. Hop là. Ouais, du coup, je voulais vous parler à la base de télépathie, mais Riwan a absolument tout dit sur la carte. C'est une carte qui est marrante, mais qui finalement, en application, est un petit peu chiante pour toute la table. J'ai une autre carte dans ce style-là, c'est Over the Top. Exagération. Cette carte, elle va nous dire que chaque joueur révèle un nombre de cartes depuis son top deck égal au nombre de permanents non-terrain qu'il contrôle. On va mettre les permanents directement en jeu, puis le reste des cartes est mis dans le cimetière. Sur le papier, la carte fait rêver, franchement. Et je vous avoue que la seule fois où je l'ai jouée, elle m'a fait gagner. Le problème, c'est que je la jouais dans un deck jeton. Et très vite, quand tu joues un deck jeton, tu peux facilement avoir 20, 25, 30 permanents en jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Mais en plus, il faut compter les permanents que tes adversaires contrôlent. Et la fois où je l'avais joué, je pense qu'on a dû mettre facilement 30 minutes à la résoudre. Parce que le temps que le dernier adversaire résolve tous ces trucs, parce que lui aussi, il a du board. Ensuite, on passe à l'avant-dernier, puis le dernier, puis toi, qui généralement va en profiter le plus parce que tu as encore plus de permanents. Vraiment, c'est un véritable casse-tête à résoudre. Et malgré le côté un peu mémorable de la carte, je trouve qu'elle est vachement, comment dirais-je, on patauge. Vraiment, on patauge dans la semoule quand on résout la carte. Et j'ai fini par l'abandonner alors que mon dernier souvenir avec, il est assez positif finalement. C'est un petit peu bête. Moi, ça me fait penser à Scrambleverse ou toutes ces cartes de chaos que je déteste parce que ça fout la partie en l'air et
Et après, la partie n'a plus trop de sens, quoi. Et en plus, c'est super long à résoudre, comme tu l'as dit. Je pense que c'est bien dans un deck Spellslinger jeton qui fait ses jetons à base d'éphémères et de rituels, parce que du coup, tu vas révéler énormément de cartes avant de pouvoir égaler le nombre de permanents que tu contrôles, et donc tu vas mettre énormément de cartes au cimetière derrière, et tu vas rendre ton Mizzix Mastery super puissant. Ouais, 7 mana pour buffer le Mizzix Mastery, je sais pas à quel point, mais je comprends l'idée, mais j'ai l'impression que ça bénéficierait de trop mes adversaires qui jouent plus de permanents que moi, mais ouais, pour l'idée de ces longs à résolve, je comprends, là, même Living Dead, qui est une carte très très jouée dans le format, là, oh mon dieu, c'est tellement long à résolve, là, c'est genre, bon, on va tout stack les triggers de tout le monde dans l'ordre, en ordre de joueurs actifs aux non actifs. Puis là, après ça, on résout dans l'ordre inverse. Mais là, entre chaque mini-truc qui arrive, le monde peut réagir à ça avec des gestions, des trucs, des activated ability. Fait que ça rend le truc vraiment chiant. Là, over the top, c'est encore plus over the top chiant. C'est horrible. Puis, yo, aussi, c'est quand même une carte win more au sens où, genre, tu peux pas jouer ça après un wipe. Puis dès que t'as pas tant de board, mettons le board est à parité, ça va pas tant t'avantager sur les autres, à part si tu te mets à mana cheat vraiment mieux que tout le monde. Faut vraiment que tu sois déjà en avantage sur les autres, que t'aies beaucoup de permanents en jeu plus qu'eux, pour que là ton over the top soit over the top, genre. Oui, pour cette mana, Ou généralement. un deck genre jeton trésor. Enfin, si t'as beaucoup de jetons qui en soi ne font pas gagner en eux-mêmes, c'est fort. Enfin, c'est une carte. Bah, tu l'as dit, de toute façon, tu penses pas qu'elle est nulle, c'est juste que c'est chiant, quoi. C'est exactement ça. C'est ça, au final. Ouais. Il y a des 7 cartes mana comme ça. quand même. Hein. Ouais. Oui. T'as des moyens Ça, plus se propres, lance dans des plus choses à élégants précises. de gagner la partie pour cette mana, généralement. Mais ouais, je pense que c'est marrant à lancer une fois, puis ensuite plus jamais. Donc tant mieux que t'en aies eu un bon souvenir et que ce soit ton seul. Ouais, t'as eu de la chance là-dessus. J'enchaîne les gars, j'enchaîne avec Devilish Valley. Je n'en peux plus de Devilish Valley depuis que Jerry a dit qu'il fallait que je le mette dans mon deck Maras. Tous mes commentaires me disent Devilish Valley. Un commentaire sur deux que je reçois, c'est Devilish Valley. JPP, arrêtez de me spammer avec Devilish Valley, il ne rentrera pas dans ma liste. Bon, j'arrête de déconner. C'était pas ça la carte dont je voulais parler. C'est la corde de Eastlane. Non mais Devilish Valley c'est une bonne carte, c'est pas une carte pourrie. Oh my god, le plot twist. Corde de Eastlane, c'est une carte que je joue premier degré. C'est un artefact que tu ne peux pas sacrifier. Tu peux payer 1 et l'engager pour ramper un terrain et le passer à ton adversaire de droite, ou tu peux payer 2 et l'engager pour piocher une carte et le passer à ton adversaire de droite. Alors, c'est vraiment nul en soi de donner des ressources comme ça à tes adversaires parce que eux, évidemment, ils n'auront pas à payer l'investissement de 2 mana que tu as fait au début pour soit ramper, soit piocher. Le truc, c'est que j'ai un deck mono-noir Landfall avec Obnixilis mono-noir. Et du coup, bah, on joue ce qu'on peut quoi, pour faire du Landfall dans ce deck-là. Et du coup, je joue Corde de Eastlane dedans, premier degré. Et c'est une carte qui est très bizarre parce que des fois, tes adversaires vont vraiment jouer le jeu et ils vont l'activer. Et donc, elle va te revenir. Et ça se trouve, tu vas avoir 2 activations alors que les autres n'en auront eu qu'une. Mais c'est aussi une carte où ça m'est arrivé le week-end dernier, où je la passe à mon adversaire de droite. Et il a tout le temps des choses à faire avec son mana qui n'ont rien à voir avec cet artefact bizarre. Et du coup, ça reste bloqué sur son board ad vitam aeternam. Donc là, tu as envie de le tuer. Comme ça, si tu le tues, tu le récupères, tu vois. Mais c'est une carte voilà, très, très restreinte, mais elle est vraiment forte dans mon deck mono-noir Landfall. Ouais, c'est une carte par expérience, c'est très très rare d'avoir 2 activations. Genre, ça prend tellement de temps pour faire un tour de table complet. Mais bon, c'est évidemment bien dans les decks où tu veux donner des permanents à tes adversaires, comme Zedru. Évidemment. Moi, je jouais ça dans un mono rouge qui a des cartes où, par exemple, tu mélanges un permanent dans la bibliothèque de son propriétaire et son propriétaire fait un truc. Donc, tu la donnes à un joueur, puis ensuite, tu le remélanges dans ta bibliothèque et tu as un effet. C'est un peu marrant. C'est pas spécialement fort, par contre. c'est rigolo. C'est tellement le genre de carte qui te caractérise, Henry. C'est vraiment la carte Henry par excellence, je trouve. Tu sais, la carte un peu politique qu'on se fait passer, machin. Et en vrai, c'est un compliment, tu vois, parce que tu as vraiment le mérite de jouer activement ce genre de carte qui propose de faire des deals à la table. D'ailleurs, j'en sais quelque chose parce qu'on a joué une partie ce week-end avec Henry à Commander l'Assemblée. Je pense qu'on a dû faire facilement 10 deals ensemble. J'abuse pas. Ouais. Les gens, ils en pouvaient plus à la fin. Les gens, ils trouvaient qu'on trichait, tu sais.
Ouais, on s'est content un de peu pas fait avoir été engueuler là par d'abord. Az. Oui, Sérieux? Mais en même temps, on était derrière et les autres, ils étaient devant, donc il fallait qu'on fasse des deals. je pense qu'on Et c'est avait vrai raison. on s'est régalé, hein. Oui, C'était énorme. c'était trop drôle. Ah, bordel. Ah, déçu de pas avoir été là pour me faire passer la corde. là. J'aurais aimé ça, moi, aller ramper un terrain. Ah non. Moi, je suis le genre de joueur vraiment qui va profiter d'avoir Henry à ma table pour profiter de ces effets-là, puis que moi, j'ai pas à jouer ces cartes-là. genre. Je suis joueur vraiment trou de cul. La pioche sur cette carte, c'est tellement nul par contre. Ah ouais, 4 mana pour piocher une carte. Là. Ouais, je trouve ça- c'est tellement bizarrement designé comme carte. Mais bon, en général, on l'utilise pour Ouais. le terrain. Bon, ben, ouais, Youn, ça serait à toi. Je suis en train de me demander laquelle ok. de ces cartes pourries je vais. je vais vous- Vas-y. Alors, je vais vous présenter ces Caustic Tar. C'est une aura qui enchante un terrain. Et ça... C'est ça, non mais c'est ça, marrez-vous, allez-y. Ah, t'as vraiment Allez, les meilleures laissez-moi, cartes allez. Youn, c'est un Mais truc Mais de oui, fou, foutez-vous de moi en plus. Ça coûte 6 mana, c'est notable, et le terrain peut s'engager pour qu'un joueur ciblé perde 3 points de vie. Alors, je jouais ça dans un Arkelos, et le but du deck c'était de dégager des permanents assez régulièrement. Et j'avais pas vraiment trouvé de bonnes win conditions. Je me suis dit, tiens, je vais jouer ça. Si j'ai un terrain qui se dégage à chaque tour de chaque joueur, je peux mettre 12 avec. Ouais, sauf que la carte coûte 6 mana, et que ça coûte à chaque fois un mana de l'activer, puisqu'il faut que tu engages un terrain. Et que 3 points de vie par-ci par-là, c'est pas spécialement fort. En fait, le problème de la carte, c'est qu'elle est nulle, voilà. Il n'y a pas grand-chose à Hey, rajouter. man. Honnêtement, ce qui me fait rire, c'est que tu te fais. genre, je paierais 6 mana pour enchanter un de tes lands pour faire ça. Je sais même pas si je te Demolition Field ton land pour de vrai. Genre honnêtement, je Pour pense que je te pitié. le laisse juste par pitié que t'as dépensé 6 mana plus 1 parce qu'il va falloir que tu l'actives puis que t'empêches ton land de taper pour du mana. Hey, c'est horrible. Encore une fois, ça commet des crimes, d'eau. Tu peux te targeter toi-même, c'est quand même cute. C'est un crime de jouer cette carte. en Un vrai. deck qui veut secret. Ah, c'est. Hey, tu disais que t'avais besoin de Wincon dans ton Tatsunari, ça pourrait rentrer, c'est un enchantement. L'investissement Aïe, aïe, aïe. est tellement excessif avec cette carte. Hey Youn, si t'as besoin d'argent, pour vrai, je peux t'en passer. Là, genre. Pas obligé de vendre tes cartes de même au public pour que le monde veuille les acheter puis que après ça, ils montent en prix. Là. Hey, Caustic Tar, man. Je pense que j'ai Faut vu vraiment ça que ça passe une à 3 fois dans centimes. genre. J'ai vu ça dans du draft shaft un moment donné, puis je pense que j'ai tout de suite passé à la prochaine. là, Genre. Hey man. Elle est dure à Oh. défendre, celle-là. Vraiment, j'ai du mal. Hein. Peut-être si t'as Déserté de Temple qui peut dégager un terrain. Combo. Oui, non, mais Non, moi, je justement, pense je que fais ça réduire- dans un deck qui dégage régulièrement ses terrains, mais Hey, ça reste faut une carte à réduire le 6 mana coût. qui a pas tellement d'impact. ouais, faut que tu réduises le coût de la carte et ou que tu le cheats direct en jeu, genre. Ouais, et puis c'est toujours pas bien. Comme- Parce que ça veut Ouais. dire que tu pourrais cheater autre chose. Si t'as le choix entre ça et une autre carte, c'est l'autre carte qui gagne 100% du Hey, temps. écoute, Quelle qu'elle soit. écoute la Secret Tech. Tu mets ton Caustic Tar sur ton arena. Comme ça, il tape déjà pas pour du mana. Fait que tu t'en fous de pouvoir le taper pour piller quelqu'un de 3. Ah ouais. Faudra connaître le pourcentage de decks qui joue ces deux cartes dans le même. Le Oh nombre de mon decks. dieu. Parce que Je vais le faire vérifié afficher à Caustic l'écran. Tar, c'est dans genre 7000 decks Commander. un truc comme ça. Waouh. Peut-être même moins. Ah ouais, quand Ça même. va afficher à l'écran ici. Ouais, man, 7000. Attends, je vais vous dire, c'est peut-être C'est dans quoi, là? 3000. C'est dans C'est quoi le Commander 719 qui decks, joue le pardon. plus? Ah, Ah oui, D'accord. d'accord. ok, toi bien. C'est quoi le deck qui joue le plus? Je suis curieux. C'est Eriette. Iriette dans 41 decks. Dans Iriette, ben oui, parce C'est un que enchantement sous ton ils contrôle. perdent la ouais. vie égale au nombre d'auras que tu contrôles. Ouais. Hey, c'est horrible. C'est vraiment le slow, la mort tellement lente. Ouais. Je Eh suis ben. fier d'être une des rares personnes qui a joué cette carte. Mais je pense pas l'avoir Ben, déjà lancée. bien pour joué. le coup. Je pense qu'elle a pourri dans ma main dans 100% des parties. Man, incroyable. Écoute, on va passer à ma prochaine carte. C'est une carte quand même, je pense, qui a un peu de gueule. En tout cas, plus de gueule que le Caustic Tar, ça c'est sûr. Peut-être même que ça va vous intéresser de la jouer dans peut-être vos listes, mais en tout cas, je vous présente une carte que moi j'ai découvert pour une de mes listes. C'est Trusted Advisor. C'est une petite créature à Ok. 1 mana en bleu qui dit que ton maximum in size est increase de 2, donc ça devient 9.
Et à ton upkeep, tu retournes une créature bleue que tu contrôles dans tes mains. Donc, si tu le poses en début de game, ton Trusted Advisor, ben il va tout le temps revenir dans tes mains, tu vas être obligé de le jouer. Mais en late game, ça peut être une créature qui te permet de comme te self-bounce tes créatures bleues avec des effets intéressants d'arriver en jeu. Comme ça, c'est une espèce de genre de blink effect un peu bizarre. Puis c'est un peu dans cette idée-là que je le jouais dans mon deck Lonis, qui était un deck blink qui voulait faire justement plein de clous. Puis là, le Trusted Advisor, c'était soit je le retournais lui pour me faire un clou pour un mana, ou en mid to late game, je pouvais avoir des petites créatures genre Venser qui disent qu'ils bounce de quoi dans les mains de quelqu'un quand il rentre en jeu, ou Infin Mutineer qui exile une créature en rentrant, que là il m'apportait de la value parce que je pouvais le retourner dans mes mains, le jouer, puis là réexiler une nouvelle créature, ce qui était cool. Mais c'est une carte que j'ai fini par couper de ma liste parce que redépenser le mana pour la carte c'est quand même chiant, genre chaque fois. Puis, genre, il y avait juste des meilleures cartes à rentrer dans la liste pour justement l'améliorer, être plus proactif sur mon plan de jeu. Puis ouais, ça ressemble à ça. Fait que je sais pas, je vais vous laisser parler en fait de la carte. J'avais pas grand chose d'autre à dire pour de vrai. En fait, ça me rappelle une carte nulle que je jouais. C'est la chaîne ombilicale, où à l'entretien de chaque joueur, soit il paye 2 points de vie, soit renvoie un permanent qu'il contrôle dans sa main. Ouais. Je jouais ça dans un deck, c'est le maître régénéré qui a un trigger quand on le lance. Et donc je voulais au maximum pouvoir refaire cet effet en le renvoyant souvent dans ma main. Et je pense que ta carte aurait été meilleure dans mon deck. Genre, je la trouve assez sympa parce qu'elle coûte que 1 mana. Ouais. Et bon, ça embête pas les autres, mais de toute façon, 2 points de vie, c'était vraiment pas ouf. Ouais, le petit advisor, moi je l'aime bien. Je t'avoue que c'est une carte même que j'ai considérée dans Eshki, justement, avec que des cartes à 1 mana. Parce que ce genre de carte, en fait, c'est l'assurance d'avoir à ton tour un sort à jouer. Et t'as quelques commandants, quelques synergies de niche qui veulent avoir l'assurance d'avoir des sorts à jouer. Par exemple, dedans, je joue Shrieking Drake, qui fait à peu près le même rôle. Je joue une bête de Bloomburrow dont j'ai zappé le nom, mais qui, pareil, au début de ton entretien, tu peux la bounce, elle t'assure d'avoir une créature à jouer chaque tour. Et j'ai aussi Mana Bloom, qui est une sorte de caillou. Enfin, c'est un enchantement dans lequel tu peux dépenser X. Ensuite, tu payes X une fois qu'il est en jeu pour faire du mana. Et quand il n'y a plus de marqueurs dessus, en gros, à ton entretien, il revient en main. Donc pareil, c'est l'assurance d'avoir à chaque tour un enchantement à jouer. Si tu fais X est égal à 0, quoi. Moi, j'aime bien la carte, en vrai. Mais je peux comprendre que c'est un peu mou du genou, quoi. Tu te dis, dépenser tout un slot de ton deck pour ça, c'est... Faut vraiment avoir des synergies renvoi en main, genre Barin Tolarian Archmage, qui fait piocher quand tu récupères un permanent. Là, c'est parfait. Parce que quand même, le truc de base de cette carte, c'est pour un deck où tu as beaucoup de cartes en main, et bah au pire, lui, tu le renvoies en main au début de ton upkeep, mais au moins, tu peux le rejouer pour 1, et ça veut dire qu'à tous les tours, tu as, pour un coup de 1 mana, en gros, le droit d'avoir 2 cartes en plus dans ta main à la fin de ton tour. Pour la chaîne ombilicale, je la trouve vachement plus risquée, parce que tu peux permettre à tes adversaires de s'en servir pour refaire leurs effets d'entrée en jeu ou des choses comme ça. J'en sais quelque chose, mais vous verrez ça dans une partie qui sortira sur la chaîne de Jerry. Sur la chaîne. Ouais, éventuellement sur la chaîne. Mais oui, effectivement, Umbilicus, t'en avais abusé solide, c'était con, là, mais c'est moins risqué, le petit Trusted Advisor, puis c'est juste 1 mana aussi versus le 4. Là, fait que... Mais c'est juste... Je trouvais juste qu'il accomplissait pas assez pour moi, mais je peux comprendre que certains decks en ont besoin, comme t'as dit, Nikos. Ta liste Eshki qui a quand même une restriction assez salée de juste des spells à 1 mana, là, clairement qui peut devenir plus intéressant. Je t'avoue que même sans la restriction, je trouve que Eshki voudrait jouer ce genre de carte, tu vois, genre Shrieking Drake, c'est vraiment une bonne carte dans un Eshki 1 mana ou pas, je trouve. Mana Bloom, pareil. Mais est-ce que tu le joues finalement, le Trusted Advisor, tu le joues pas parce qu'il y a des meilleures options? Parce que j'ai d'autres options, effectivement. Exact, c'est pour ça que la carte est dans cette vidéo-ci. Dans les cartes à chier. Non, je niaise, mais ouais, c'est ça. C'est que je pense qu'au final, même si tu veux la jouer dans certains decks, il va y avoir des meilleures options. Là, genre Shrieking Drake, là, en plus, ça combo dans plein de listes en infini. Là. Vas-y, Nikos, parle-nous d'une staple. Bah, en vrai, il me reste plus grand chose. Je vous avoue, si vous voulez prendre le relais, allez-y. Il me reste que des bangers là. Il me reste tour de commandement. Il me reste. Oh, bah vas-y. Ristic Study. Ristic Study. Non, en vrai, faites-vous plaisir. Moi, Smothering Tide. Je suis à sec. T'as vraiment plus rien? Bah, j'ai des bonnes cartes, quoi. Enfin, c'est finalement un petit peu hors thématique, quoi.
Ah, mais C'est pas vas-y grave. pour une bonne carte qu'on va passer rapidement juste pour qu'on rie un peu de ta gueule cette fois. Ok. Alors, la carte en question, c'est Tisseuse de l'Harmonie, Weaver of Harmony, je crois en anglais. C'est 2 têtes, c'est une bête 2-2 pour 2. C'est une créature enchantement. Donc vraiment sur le papier, elle a tout pour me plaire parce que voilà, créature enchantement, j'aime bien ce genre de petit outil dans les decks enchantement justement. Et tu peux payer un vert, l'engager et copier une capacité activée ou déclenchée d'une source enchantement que tu contrôles. Et vraiment, sur le papier, j'adore la carte. Mais après beaucoup d'utilisation, encore une fois dans le fameux deck Tatsunari dont je vous parle depuis tout à l'heure, je l'ai trouvée finalement un petit peu molle, ou en tout cas pas si impactante. C'est juste parce que dans ce deck-là, tu vas souvent avoir des petits triggers incrémentaux, mais rarement des gros triggers, des gros effets très intéressants à copier. Et le fait qu'il te faut une carte récompense sur tes enchantements, il te faut le Weaver qui ne soit pas arrivé en jeu ce tour-ci, il faut que tu aies du mana à payer, il faut que tu aies un truc sur le stack. Tu vois, il y a beaucoup de et si. Et finalement, je crois que en plusieurs années d'utilisation, j'ai jamais réussi à l'utiliser correctement jusqu'à ce que je la coupe, quoi. C'est un peu triste. Ouais, je te crois. C'est aussi une carte que j'ai trouvée assez décevante parce qu'il faut payer du mana. Là où je la trouve un peu forte quand même, c'est dans les decks saga, où là, les sagas, elles ont des effets déclenchés qui peuvent être assez forts et assez intéressants à copier. Mais dans un deck enchantement normal, les enchantements n'ont pas tellement de capacité déclenchée ou activée encore moins. Et donner +1/+1 aux créatures enchantement, c'est un peu trop spécifique. On s'en fout, Voilà. Legit, la meilleure ligne de texte sur la carte, c'est le fait que c'est un enchantement. No joke, genre. Comme... Le fait que c'est un enchantement qui va proc toutes tes enchantresses pour juste 2 mana, c'est quand même bien. Mais une fois qu'il est en jeu, comme tu l'as nommé, avoir des petits effets genre de schnout, de juste je pourrais copier une enchantresse, fait qu'au final ça devient 1 mana piger une carte. Mais tant qu'à faire, tu vas préférer jouer un enchantement à 1 mana qui va lui te faire piger peut-être 2-3 cartes. Exactement. Puis comme il l'a dit, Youn, c'est anecdotique le +1/+1 sur tes Enchanting Creatures. Ça peut être correct, I guess, avec Painful Quandary que t'as coupé tantôt. Tu copies le trigger du Painful Quandary comme ça. Oups, tu perds un autre 5 de vie ou tu défausses une carte? Honnêtement, je pense que t'as bien fait de la mentionner, Nikos, parce que pour vrai, je pense que c'est effectivement la pire carte que t'as mentionnée à date. Ouais, je sais pas. J'ai une sorte d'affect que j'arrive pas à expliquer. J'aime trop la gueule de la carte en fait. Genre, elle est trop stylée au niveau des couleurs et tout. Genre, mais du coup, je parle plus de Magic là, je parle de dessin. Je te comprends. Je sais pas, je trouve qu'elle a une belle gueule en fait. Je suis un peu déçu de pas réussir. Son effet est cool aussi, tu vois. Ouais, Tu le lis et puis c'est cool. ouais, c'est ça. Il y a quand même un bon potentiel dans un deck enchantress où tu vas jouer les removals sous la forme d'enchantement, ou si tu as un commandant qui a un bon effet et qui est un enchantement. Mais c'est très spécifique quoi. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça marche Finalement, Nikos, Vas-y. non, j'allais juste dire, finalement, Crime, on a bien fait de continuer avec toi parce que c'était, comme j'ai dit, c'était ta meilleure carte à date. Tout le monde est d'accord que c'est de la merde. Enfin une carte dans le thème. Wow. Après 1 heure d'enregistrement. Wow. Mais ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Non, juste j'allais dire sur les removals sous forme d'enchantement, genre c'est souvent sur des effets oubliettes et tout, mais ça peut pas le copier, on est d'accord? C'est ni activé ni d'arriver en jeu. déclenché. C'est déclenché. Un ETB. Oubliette, c'est pas un trigger de quand il rentre? Ouais, c'est quand il rentre en jeu. Quand il rentre en jeu, ok, autant pour moi. Ok. Ouais, Oubliette, c'est quand il rentre en jeu, tu phase out une bébite tant qu'il livre. Fait qu'au final, tu peux copier le trigger c'est un ETB. de phase out. Ok, bien vu. Puis sinon, il y a moi, je les pensais trucs qui sacrifient. Ouais, moi je pensais aux enchantements blancs qui exilent un permanent, comme il y en a plein qui coûtent 3 là, comme on en voit de temps en temps dans les decks enchantements quoi. Ok. Je vous propose une carte que je joue encore une fois dans mon deck Mono Noir Landfall, c'est Brise Royaume, l'arbre d'invasion. Ça coûte 3 mana, puis 2 pour l'engager, pour faire qu'un adversaire ciblé meule 3 cartes, et ensuite tu vas pouvoir récupérer un terrain de son cimetière. Ensuite, tu peux payer 10 et le sacrifier pour tutor des prétors. Honnêtement, ça je l'ai jamais fait, il n'y a même pas de prétor dans mon deck, et de toute façon on joue pas de tutor. Mais encore une fois, quand tu es en mono noir et que tu veux jouer du landfall et que tu es désespéré, tu joues ça. Et c'est 5 mana avant ton premier landfall, s'il y a bien un terrain dans le cimetière d'un adversaire.
Sachant que s'il y a déjà un terrain au préalable dans le cimetière d'un adversaire, t'es sûr de pouvoir au moins récupérer ça. Mais parfois, t'es en début de partie. C'est en début de partie que c'est censé être le mieux. Mais des fois, tu vas whiff et t'auras dépensé 5 mana pour rien. Et en plus, t'auras rempli le cimetière d'un adversaire. Ou Henri, avoue que t'aimes pas la carte parce que, en fait, c'est un tuteur. Non, mais je joue la carte. Oh, Je il est joue la biaisé. Non, en vrai, t'inquiète, plus sérieusement, je joue aussi la carte. Et je joue aussi la carte dans Xanatar, le deck à la con, le fameux. Et pour le coup, ça fait vraiment un bon taf dans Xanatar parce que, premièrement, ça t'aide à trier le top deck de tes adversaires. Ça t'aide à nourrir leur cimetière et t'as moyen d'aller piquer des trucs dans leur cimetière dans ce deck-là. Et en fait, le deck a de base accès à énormément de mana. Vraiment beaucoup de mana. Et non seulement Brise Royaume demande beaucoup de mana pour être activé, mais du coup le deck arrive à assumer cette restriction, on va dire. Mais en plus, le deck a aussi besoin de beaucoup de mana, donc je me nourris de cette carte. Dans ce deck-là, je trouve que c'est vraiment une de mes meilleures pièces pour ramper / trier le top deck. Mais difficile de la rentrer dans d'autres stratégies, quoi, c'est sûr. Je trouve ça intéressant que ce soit une carte qui ait possibilité de te faire ramp à répétition à chaque tour. Si tu as assez de mana pour l'activer, mais bon, la carte se permet elle-même, puisqu'elle se donne du mana pour être activée, pour se donner du mana pour être activée, etc. Donc elle est de plus en plus forte. Et aussi, pour les quelques decks changelins, voilà, tu peux aller chercher tous tes changelins avec la capacité pour 10. Ouais, c'est ce que je voulais. Je voulais le mentionner tantôt que si t'as des changelings dans ton deck, tu peux aller les tutor. Pour 10 mana, c'est désespéré, mais qui sait. Et c'est quand même une carte qui est plus clunky qu'elle n'en a l'air. Parce que quand tu dis ça comme ça, tu peux ramper à chaque tour pour 2. Ok, là, c'est pas trop mal. Mais en fait, des fois, tu vas whiff, comme je le disais tout à l'heure. Des fois, tu vas choper des terrains, mais qui sont pas de la bonne couleur, qui vont pas t'aider à lancer tes sorts. Des fois, ton adversaire va se faire éliminer et donc il va repartir avec tous les terrains que tu lui avais pris et tu vas déramper sévèrement. Enfin, c'est une carte qui est quand même bien clunky sous bien des aspects. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais mentionner. J'allais mentionner les 3 downside que tu viens de dire de la carte. Là, genre, je trouve que ça en a beaucoup pour l'avantage que ça peut te donner. Mais comme je pense dans les decks, comme que Nikos a mentionné, ça peut quand même être solide là, pour justement filtrer le top et ramper dans un deck qui veut beaucoup de ramp. Mais ouais, puis sinon t'as la synergie quand même intéressante avec l'artefact à 4 mana qui dit que toutes les créatures ont tous les types dans le deck et partout. Fait que là, tu peux jouer justement Brise Royaume, le craquer, puis aller chercher littéralement toutes les créatures de ton deck et les mettre en jeu. Si t'as cette carte-là en jeu. Fait que c'est vraiment stylé de genre. Tu cheats toutes les builds de ton deck pour 10 mana. Ok, je vais vous proposer une carte qui est vraiment nul sur plein d'aspects, c'est le feu de signalisation. C'est un artefact, quand il arrive, vous faites regard 3. Chaque sort que vous lancez qui a exactement 3 couleurs a duplication 3. Donc vous pouvez payer le coût de duplication pour copier le sort. Il y a 2 cartes dans l'entièreté de Magic qui s'intéressent au fait que vous jouiez des sorts d'exactement 3 couleurs. Donc c'est assez improbable de rentrer ça dans un deck normal. Donc ce que j'ai fait naturellement, c'est que j'ai basé tout un deck sur ces 2 cartes. L'autre qui est Réunion des 5, c'est pas trop mal. Mais même dans ce deck que j'ai construit spécialement pour cette carte est trop nulle. Parce qu'en fait, quand un sort fait exactement 3 couleurs, 99% du temps, il va coûter au moins 3 mana. Genre tous les sorts qui coûtent 3 couleurs, il va pas juste coûter 3 mana. Donc soit c'est un charme qui coûte exactement 3 mana et t'as pas vraiment d'intérêt à le copier, soit c'est un sort qui coûte énormément de mana et tu vas pas payer 3 de plus pour le copier. Genre, la carte est vraiment impossible à faire fonctionner, même si tu bases tout ton deck autour, c'est une catastrophe. Mais surtout que les charmes, tu dois choisir les modes, et ensuite quand tu le copies, t'as les mêmes. Arrête-moi si je me trompe, mais tu dois reprendre les mêmes modes. Exactement. Ah ouais, donc t'es les mêmes modes, mais il peut changer de target. Ah ouais, mais c'est vraiment nul, parce que du coup c'est vraiment la carte pour jouer avec les charmes, mais du coup tu perds le côté versatile des charmes, quoi. C'est ça. Ouais. Voilà, t'as saisi. Dommage. Ouais, puis si ça retirait plus de payoff ou un commander qui payoff à ça, là, ça devient intéressant. Mais là, vu que c'est 2 cartes de 99, ça devient difficile de les toucher. Puis si tu te mets à les tutors, c'est genre, man. Je sais pas, là, ça fait beaucoup de buitage pour finalement pas faire grand chose, je trouve. C'est ça. Après Scry 3, hein.
Ouais, ouais, ouais. Ah, pour 3 mana, là. Yo, je vais jouer 3 manas, Preordain à c'est 1 mana en place en bleu. Genre, c'est crazy. C'est crazy. Ouais, c'est. Honnêtement, c'est probablement une de tes meilleures cartes, Youn, ce que tu nous as proposé à date pour de vrai. Non. Non, je crois pas. Oh, c'est Je possible. préfère les c'est 3 possible, bols hein. de gruau. Ah ouais. Je ne préfère pas les 3. Ah yo, ça pourrait rentrer dans le deck parce que c'est comme 3 effets, puis genre. Un deck basé sur le chiffre 3. Exact, c'est ça. Dans le fond, c'est que t'es pas parti assez wide sur tes options. Tu y étais vraiment pour que tes cartes y fonctionnent, mais il faut pas que tu partes dans cette idée-là en Commander. Là. En T'as plus, raison, c'est je suis une un amateur, mythique. Cette carte est une mythique. Ouais. Ah ouais, c'est horrible. Ouais. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment Bah, dégueulasse. c'est une carte de deck Commander, donc tu l'ouvrais pas réellement dans des boosters. mais Ouais. Ah, ok. Ça- Ouais, ouais. Ça Heureusement. pouvait prendre un slot dans les decks. Je crois que c'était les boosters d'extension à l'époque. Ça pouvait prendre un slot de ton booster. Ah, En vrai, ouais. la carte valait genre 8 € à l'époque. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas qui théorisait que cette carte pouvait être bien dans quelques decks que ce soit. Ouais, j'imagine Mais ouais, la elle mode valait- de elle valait Capenna, quelques tu sais. euros. Parce que c'était un set très tricolore, du coup les gens se sont dit waouh, on va copier nos charmes, machin. Ouais, je sais pas. Ouais, ouais. Après, Bonne chance non, il pour y a ça. quand même un truc qu'on dit pas là, c'est que ça peut copier les sorts même de créatures par exemple. Tu peux jouer une créature tricolore et la Ouais, copier. bien sûr. Ouais. Donc là, ça Bah devient si, plus intéressant. nomme-moi une Pas bonne que pour créature les charmes. tricolore qui n'est pas légendaire. Oula, trop de restrictions, je sais pas. Ah parce que ouais. Ah, ouais. Là, voilà le souci de mon deck, tu vois. c'est vrai qu'elles sont souvent légendaires, hein, les belles bêtes tricolores. Il doit y en avoir Bah, quelques-unes, mais. Il y en a une coupe qui sortent dans certains sets, là, genre mettons Tarkir, je sais qu'il y a une coupe de bêtes tricolores quand même intéressante, là, mais Ah, avec Ouais, les nouveaux ça dragons va. de Tarkir, c'est peut-être sympa, ouais. Mm. ouais, il y a peut-être de quoi à faire, vous le direz dans les commentaires. Ah, mais une fois de plus, Genre, à c'est quel des point créatures le qui deck coûtent Threefold 5 Signal, mana je et pense. tu dois payer 3 de plus quand Ouais. tu les lances. 3 Oui. de plus, c'est énorme. Laisse tomber. Ouais, c'est horrible. C'est un deck qu'il faut que tu turbo ramp, là. C'est ça. Avec des cartes 3 couleurs. Big up à Trace Euh, d'abandon, je crois. Un enchantement. Oui, à 2 mana, c'est quand même une bonne aura, Ouais. ça, effectivement. Écoutez, je passe à ma carte à moi. C'est une carte que, actually, je joue encore à ce jour dans un de mes decks. Mais pour vrai, la carte est à chier, là. C'est Godsire. Certains connaissent peut-être cette grosse monstruosité, cette grosse bête, une vraie bébite québécoise. Mais c'est tricolore. Donc, hein? Oui, c'est 3 couleurs, fait que tu peux legit la copier avec le Threefold Signal, puis c'est pas légendaire. Ça coûte 8 mana à jouer, 4 rouges, 2 verts et 1 blanc quand même, pour une 8-8 vigilance, une grosse patate. Là. Et on peut la taper pour faire une 8-8 qui est les 3 couleurs. On se cachera pas, vous vous demandez sûrement genre, ah ben il doit y avoir d'autres textes à ta carte. Non. C'était un design c'était un design de 2025. La carte aurait probablement genre Ward 3, puis elle aurait probablement 3 keywords de plus, puis les 8-8 auraient des keywords. Mais là, actuellement, c'est une grosse patate vanille qui, si tu lui donnes pas célérité, il faut que tu attendes un tour pour attaquer avec, puis après ça, en deuxième main phase ou pendant le tour de quelqu'un, tu te fais une 8-8. C'est très très lent. Si tu trouves des synergies comme dans mon deck Samut pour la détaper, en faire des copies, lui donner haste surtout, ça peut devenir plus intéressant, mais je pense que ça reste une carte vraiment moyenne en général. Je peux aussi la cheat dans mon deck avec Elvish Piper, mais vous voyez, ça c'est la vraie définition d'une pet card, pas Dottie Voidwalker, que justement que je garde le Godsire dans mon deck parce que je trouve juste la carte trop stylée, puis il y a trop de cartes dans mon deck qui sub-synergisent avec pour la rendre, je dirais même pas correcte, mais disons moyenne, là, genre. En tout cas. C'est vraiment dommage qu'elle ait pas trample, quoi. Ouais. Mais après, ça oui. reste correct, hein. 8-8 vigilance qui tape à tous les tours et qui rajoute une 8-8 à tous les tours. Si t'arrives à la cheater, si t'arrives avec ne serait-ce qu'un tout petit peu d'énergie, comme tu l'as dit, tu peux aussi copier les jetons. Je pense que tu peux faire des choses avec. Ça devient fort aussi si t'as des effets qui mettent des blessures à une cible égale à la force des créatures que tu fais arriver en jeu. Ouais. Mais bon, c'est vrai que 8 mana, en général, pour 8 mana, t'as envie de gagner la partie immédiatement. Et celle-là, elle va te gagner la partie au bout de 4 tours, quoi. C'est le genre de créature assez honnête que j'aime bien jouer. Tu payes 8 mana pour ça, et puis ouais, comme tu dis, ça te fait gagner sur 1 million de tours, mais... Je veux dire, personne peut être fâché si tu gagnes avec ça, en tout cas. Non, vraiment, c'est mémorable. Tu l'as vu venir, normalement. Ah, puis le design C'est est fou, genre quoi.
Ouais. La tronche de C'est la carte. vraiment Ouais, c'est vraiment mignon avec Seedborn Muse de pouvoir faire une 8-8 à chaque tour. Ah, voilà. Puis, Là, on parle. autre fun fact, le token qui crée le Godsire coûte plus cher en argent que le Godsire en question. C'est excellent. Ça m'étonne pas du J'adore tout. ça. Puis, autre mini fun fact, vous pouvez tutor votre Godsire avec Behemoth Herald qui te demande de sacrifier une créature rouge, blanche et verte pour après ça direct mettre le Godsire en jeu. Ah ouais, c'est pas loin d'être un commandant. Fait Hein. Ouais, legit, petit fun fact pour ceux qui ne savaient pas, parce que c'est quand même des cartes de Shards of Alara, là, genre, en tout cas. T'as déjà réussi à faire ça? Non, ben je joue pas dans mon deck le petit Behemoth Herald, mais je savais que la synergie existait, mais c'est pas... faites pas ça s'il vous plaît. En plus, ça le tutor juste s'il est dans le deck, fait que dès qu'il est dans ta main ou dans ton grave, ça fonctionne pas. J'ai trop envie de le faire. Bref. Ah ouais! Mais il y a un cycle, hein, by the way, de ces cartes-là qui tutor pour une carte spécifique, puis ils mettent direct en jeu. Là. Je sais qu'en pré-moderne, on joue le Priest qui te demande de sacrifier 3 Priests pour mettre le gros démon en jeu, là, qui cheat une créature du cimetière de quelqu'un en jeu. Sauf que lui, il dit que tu peux le tutor de ta main, de ton deck ou de ton cimetière. Fait que c'est vraiment meilleur que le Behemoth ici qui tutor juste du deck. Je prends un petit 3 secondes pour remercier mes Patreons qui supportent la chaîne. Si jamais ça vous intéresse, il va y avoir le lien en description. Vouliez-vous faire un dernier tour? Est-ce que Nico, c'est une autre carte qui finalement est bonne pour le thème? Ouais, en vrai, j'ai plus rien. J'ai plus rien de très intéressant. Il est vide. Les autres, avez-vous quelque chose ou on arrête ça là? Ouais, je vais juste mentionner vite fait une carte, mais elle est pas si nulle que ça. Puisque c'est un tour supplémentaire, c'est savourer l'instant. Pour 3 mana, tu prends un tour supplémentaire après celui-ci, mais tu passes l'étape de dégagement. Donc c'est une carte que j'avais jouée au départ dans mon deck Edric il y a très très longtemps, un des premiers decks que j'ai construit encore une fois, en me disant que ce serait super et tout, mais en fait, bah non, parce que du coup, non seulement tu dégages pas ton mana, mais surtout tu dégages pas tes créatures, Ouais. donc t'as même pas une phase d'attaque supplémentaire. Mais j'ai changé d'avis récemment sur cette carte, avec une vidéo de Commander Bomi, qui disait, mais en fait... ça veut juste dire que tu peux ramper en fait. Ça veut dire que bah, tu pioches pour ton tour, tu joues un terrain et tu passes le tour et en fait t'as rampé de 1 en bleu, Hey! plus ou moins Oh my gratuitement. God. Quoi. Non! Non! Un autre texte sur le ramp en pas vert. Growth Spiral à 3 mana. Moi, je jouais cette carte dans un deck Cyclonus, qui était le seul commandant à l'époque qui synergisait avec la phase de début. Parce que c'était un des seuls moyens d'avoir une phase de début supplémentaire. Puisque bah, tu reprends un tour, donc tu refais un tap, upkeep, draw. Enfin, tu fais pas une tap. Donc c'était un deck où je jouais que des effets qui se déclenchent à l'entretien. Parce que Cyclonus, il peut te donner une deuxième phase de début. Et donc ça, je jouais juste pour avoir une deuxième phase d'entretien. Puisque c'était très très dur à avoir avant Doctor Who, qui a quand même un peu plus permis cette stratégie, et OBK aussi. Ouais. Ok. Mhm. Moi, perso, je l'ai déjà mis dans un pack que j'avais construit pour quelqu'un. Je sais pas si vous allez connaître la carte, mais c'est Mira de Magnificent qui est sortie dans Infinity. Basically, quand tu casses des Instant Sorcery, elle ouvre des attractions. Puis tes attractions, c'est des cartes qui vont proc au début de ton tour. Puis tu peux exiler des Instant Sorcery de ton cimetière pour les mettre sur tes attractions. Fait que quand que ton attraction a trigger, puis généralement c'est une chance sur 3 qu'elle proc, ou des fois une chance sur 2, tu vas pouvoir recaster l'Instant Sorcery gratuitement. Fait que quand tu mets un extra turn, ben c'est juste brisé. Mais la compensation qu'on avait faite avec mon frère, c'est d'y mettre cette extra turn-là, vu qu'il te donne pas de untap justement. Mais ça restait que c'était juste vraiment bon. Pour 3 mana, tu tapes ton commander, puis tu mets le truc sur ton attraction. Puis là, bam, à chaque tour. Ben, à chaque tour. Théoriquement, à l'infini, si tu réussis à le proc, si tu réussis à bien rouler tes dés d'attraction, t'as tour infini avec savourer Avec l'instant. beaucoup de chance, ouais. Ok. Youn, t'en as-tu une petite dernière? J'en ai plein de dernières, donc si vous voulez. Ah, vas-y. C'est vraiment, voilà, il a pas... Mais toi, c'est du bonbon, fait que vas-y. C'est pas très excitant comme carte, mais vas-y. Moi, c'est Secret de la clé. C'est un éphémère pour 1 mana, vous enquêtez. Et depuis le cimetière, pour 4 mana, vous enquêtez 2 fois. Ça te fait rire. Ok. Hey, c'est En fait, nul. je trouve la carte... Je trouvais ça vraiment cool, en fait. Juste faire de la value comme ça. C'est genre, oh, pour 1 mana, j'ai un truc, puis je peux le relancer du cimetière. Je trouvais ça vraiment rigolo. Mais ouais, juste... Tu pioches pas vraiment pour 1 mana, t'as juste un jeton indice, et même dans un deck qui veut des jetons indices,
t'as de bien meilleurs moyens d'en créer. Donc au final, je pense pas que c'était une très bonne carte. Enfin, c'était un deck indice, c'était avec les créatures de Stranger Things, où faut jouer 2 cartes par tour, enfin 2 sorts par tour, et en même temps, c'est un deck indice. Donc il y avait peut-être le seul deck où ça rentre du coup. Parce écoute, que ça coûte que 1 mana, tu peux le lancer 2 fois. Premier degré. Le monarque apparemment l'a mis dans un deck, vas-y. Premier degré, je jouais cette carte dans Galazet et c'était vraiment un des cantrips que je préférais. Galazet, c'est un dragon pour 4 qui te dit que tu peux engager tous tes artefacts pour du mana afin de lancer tes rituels et éphémères. Et Secret de la Clé, c'était vraiment une des cartes que je préférais parce qu'il te crée un indice que tu auras soit le lot d'engager pour du mana, soit de piocher. Et il a le don d'avoir cette capacité de flashback. Et vu que tu vas pouvoir du coup créer 2 indices si tu l'utilises depuis le cimetière, il se rembourse en quelque sorte de par la création d'artefacts que tu vas pouvoir engager ensuite. Et d'ailleurs, c'était vraiment cool parce que tu pouvais engager tes indices pour du mana dans ce deck, mais les indices ne te demandent pas à être engagés pour être sacrifiés. Du coup, tu pouvais à la fois faire du mana et de la pioche si tu avais besoin de craquer tes indices dedans. Franchement, c'était un très bon cantrip, pseudo-cantrip en tout cas dans ce deck, je trouve. J'avais pas pensé à Galazet, c'est pas mal, j'aime bien. Dans Galazet, c'est pas pire, sinon t'as le truc sinon moi je préfère à 1 mana bleu, le truc qui fait un crabe 0-3, puis qui enquête. Ça, je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien parce que ça te fait un bon bloqueur en début de game. Puis moi, dans Balmort, ben, le crabe, un moment donné, il te varge pour genre. Ça devient une 15-3 trample qui te tape. Puis là, t'es genre. Pourquoi un crabe m'attaque? Bah, justement, j'ai déjà tué quelqu'un avec le crabe que crée cette carte en lui ayant équipé les Bronze Cut Gels de tout à l'heure. Mais non! Non! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Non! Du coup, j'ai fait une petite marque sur la carte pour me rappeler que j'ai tué quelqu'un avec. Waouh! Ouais, incroyable. Il y a peut-être pas 2 personnes sur Terre qui ont fait ça. Ouais, vous devez pas être beaucoup en tout cas. Écoutez, je peux en nommer une que je pense que peut-être va. Je pense que c'est un peu dans la lignée de Nikos de cartes qui paraissent bien ou en tout cas que vous allez dire que c'est bien. Mais j'ajoute plus en tout cas. C'est Illusory Ambusher. C'est une 4-1 pour 5, 4 Illusion avec Flash. Et lorsqu'il se prend du damage, tu piges that many card. Fait que ça, c'est vraiment drôle quand que, justement, tu te gardes ton mana ouvert parce que c'est un deck bleu. Quelqu'un t'attaque avec une 8-8. Tu drops ton Illusory Ambusher en flash. Tu bloques. Et là, tu piges 8 cartes. Un Illusory Ambusher meurt. Bref. J'ai joué ça dans Mine. Qui cherche à avoir des illusions. Qui cherche à avoir des illusions qui meurent et tout. Puis c'est une carte que j'ai fini par coter. Juste par le fait que. Souvent, genre, le monde. Tu vas avoir full de mana ouvert, ils vont avoir peur pour de l'interaction et tout. Tu drops ça en dépensant tout ton mana du tour. Puis les gens sont juste genre, ok, je vais juste te le détruire ou de quoi pour pas que tu pioches. Ou la bébite a trample. Fait qu'au final, le dégât va genre au-delà des points de vie de la créature. Genre, je trouve qu'il y a quand même des petits counterplays. Le fait qu'elle puisse pas, elle bloque juste aussi les attaques à terre. C'est une espèce de genre pseudo-fog sur une créature qui te refill. Mais c'est une carte que j'ai fini par couper de la liste juste par son coût cher en mana. Puis le fait que je préférais plus synergiser avec justement peut-être plus des Instant Sorcery qui me font piocher dans mon deck que des créatures comme ça. Ouais, alors en avoir fait une 4-1 pour 5, c'était vraiment diabolique de leur part. C'est catastrophique comme stat. Et ouais, si c'était pas bleu, ça serait rigolo, je pense. Mais en bleu, t'as tellement des moyens faciles de piocher que... Après, dans un deck illusion où tu veux que tes illusions meurent, ça a l'air parfait. Mais ça coûte toujours 5 mana pour une 4-1. Ouais. Bah, c'est pas si mal quand même, le fait de... C'est genre le meilleur bloqueur du jeu, quoi. Avec Solemn Simulacrum, tu mets ça, personne va t'attaquer. Et comme tu disais, Jerry, ça arrive quand même souvent de te prendre une grosse attaque. Ne serait-ce que tu te fais attaquer par une 3-3, tu mets ça, tu pètes la 3-3, tu pioches 3, c'est ok, quoi. Et après, Blastration Sact et compagnie, là tu te gaves, enfin, en bleu-rouge, c'est vraiment une bonne carte, je pense. Ouais. Mais souvent, tu vas la jouer et tout de suite bloquer de quoi pour piocher des cartes. Genre, c'est ça qui va arriver souvent. Là. C'est rare qu'elle va stick en jeu. Là. Surtout qu'elle meurt après une attaque directe vu qu'elle a c'est une 4-1. Là. Ça fait beaucoup de si en fait, je pense. Comme vous l'avez bien noté, à partir du moment où tu es en bleu, tu as quand même l'arsenal pour bien piocher dans cette couleur-là. En plus, le bleu a pas nécessairement de grosse synergie avec les bêtes. Enfin, je sais pas, genre... En fait, c'est un effet assez impressionnant, mais 5 mana, quoi, tu vois. 5 mana à garder, et si ça se trouve, personne t'attaque, tu vois, et là, tu l'as un peu dans l'os.
Je sais pas. Mais c'est un bloqueur de fou. Bah, c'est un bloqueur, c'est tout. C'est un bloqueur Tu bloques correct. pas du tout le piétinement, par exemple. Tu Tu le mets en bloques pas jeu. du tout les jetons. Ouais, c'est Ils ça, bloquent les pas gens ils grand-chose, au t'attaquent plus final. qu'avec leur 1-1 quoi. Ouais. Mais Ouais, plus jamais avec leur effectivement. grosse créature à Ou terre. des Ben, trucs piétinants, ou des Flying ou trucs qui trample volent. aussi, ça passe. Ouais. Ça meurt sur Dark Blast. C'est, Ça meurt sur Dark Blast, puis ça c'est un très 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 bon point. Là, ça meurt sur Goblin Bombardment aussi, puis il va juste avoir fait piocher une carte au final. Là, mais je sais pas, c'est juste, on dirait que je me disais, hey yo, c'est la meilleure carte pour le deck parce que c'est une illusion, le deck veut piocher des cartes. Puis finalement, toutes les illusions que j'avais dans le deck, ou presque, je les ai toutes coupées parce que je trouvais que c'était les cartes les moins bonnes du deck vu qu'ils fonctionnaient juste avec mine. Puis cela était juste trop cher en main pour que des fois il soit un peu malaisant ou que ce soit direct c'est pas comme un sort que je joue puis c'est sûr que je vais piocher des cartes. Là c'était je le joue puis j'espère que ça va bien se passer parce que Ouais. s'il se mange une gestion ou de quoi, genre je pioche pas puis ça me fait vraiment suer. Mm. En plus que j'ai déjà dû attendre que les autres m'attaquent pour le jouer. Bref. Bah, je suis peut-être biaisé parce que j'ai vu la carte faire des dingueries pas possibles, extrêmement puissantes dans un deck bleu-rouge qui s'en servait bien justement. Mais je Mhm. pense que ouais, c'est peut-être un peu plus spécifique que ce que j'imagine. Est-ce que on arrêtait là-dessus? Je pense, ouais. Ouais, c'est bien. Ok, good. Ben écoutez, si jamais vous voulez des cartes de plus, ben d'un, vous irez dans les commentaires, le monde, vous pouvez dropper vos pires cartes à vous que vous avez déjà joué. Puis sinon, ben allez DM Zunes. Il y a encore plein de cartes qui n'ont pas pu parler pendant le podcast. Puis comme vous avez vu, après les 3 bols de gruau, ça va être difficile de faire pire. J'ai mis Puis la barre. sinon, on se dit au prochain épisode, bande de petits tannants. À plus. Salut. À plus. Ciao, ciao. Quoi? C'est parce que mes Patreons, ils m'envoient des saluts les quoi. Puis il y a un des dudes de mon Patreon qui m'envoie tout le temps des affaires de sa vie courante. Et des fois, c'est genre salut les lendemains de veille. Le salut les tabarnak, j'ai mal parce qu'il vient de se faire tatouer. Puis il envoie une photo. Puis là, il a envoyé un salut les murs. Puis c'est juste un gros mur défoncé. Puis je trouve ça fucking drôle qu'il envoie des images de la vie de tous les jours. Le monde envoie souvent des cartes.